Salut la gang, merci beaucoup d'écouter cet épisode-là de Sans Présentation, je suis vraiment content. C'est un épisode qu'on a enregistré euh, très peu de temps avant qu'il soit diffusé, je vais être honnête avec vous. Mais ça donnait un épisode vraiment le fun. L'invité que je reçois cette semaine c'est beaucoup ouvert sur beaucoup d'aspects de sa vie qui sont vraiment intéressants. Il y a un historique très très intéressant. Là, c'est le jeu que je ne vous dise pas tout de suite c'est qui. Par contre, je peux vous dire qu'il organise un show très important. On en a parlé un peu pendant le podcast, puis je trouvais ça vraiment cool d'en parler. C'est le show du souvenir. C'est un show, en fait, le 10 novembre dans le coin de Québec. En fait, ça va être à la scène Le Bourgneuf. C'est un show, en fait, pour des vétérans. C'est un show pour, premièrement, financer des organisations pour des vétérans. Mais surtout, ce qui est spécial, c'est que tu as des anciens vétérans de l'armée qui vont venir faire du stand-up, qui vont venir essayer de faire du stand-up. Ils vont avoir une petite formation avec des humoristes établis et ils vont venir essayer de faire des jokes pour la première fois, ce qui devrait vraiment être cool. Et en plus, avec ça, des humoristes établis qui vont venir faire des numéros. Donc, c'est ça. C'est le show du souvenir. Je vais mettre le lien dans la description. C'est vraiment pas cher. C'est 22$ pour un très bon show. Donc, c'est ça. Si vous voulez aller le voir, si vous êtes dans le coin de Québec, ça va être vraiment cool. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais plugger. Surtout que moi, cette semaine, j'en ai pas à plugger de mes shows, à part, comme d'habitude, le Terminal tous les dimanches à 7h30, seulement 5$. Puis le Benelux à Verdun, tous les lundis à 8h pour seulement 10$. Donc, à part ces shows-là, voilà. Je vais arrêter de faire de la pub. Là, m'arrêter, là. Puis là, on s'en va à la place écouter un super épisode de Sans Présentation. Ça n'a rien à voir avec l'Ontario, c'est ça. La ville d'Ottawa n'a rien à voir avec l'Ontario. Okay. Conservateur. Tu sais, parce que l'Ontario, en majorité, est conservateur. Puis pas juste conservateur, c'est les fesses, là. Tu sais, c'est pas conservateur, c'est progressif conservateur. Mais la ville d'Ottawa est plus progressiste que le reste de l'Ontario. OK. Vu qu'elle est comme plus proche du Québec. Entre autres, à cause de la démographie de fonctionnaires. Ah, OK. C'est sûr que tu vas, quand tu as un salaire, un fonds de pension, tu n'as pas de stress. Tu n'as pas les mêmes enjeux que les travailleurs qui travaillent au salaire minimum. Là. C'est ça, c'est sûr que toi, mettons, t'es pas comme quelqu'un de l'Alberta, que lui, c'est genre, gars, moi, les sabres, je les aime parce que c'est ça qui paye ma maison puis mon chat. C'est le PIB, c'est ça. C'est ça, ouais. Enlève leur pouvoir, mettons, de créer de la richesse, là, ça devient une province très, très pauvre. Exact. Ouais. Crime, je suis content que tu sois là. Ouais, moi aussi. On a déjà fait une demi-heure de stock. Ouais, Crime, c'est comme ça que ça part. Ouais. Fait que je suis content de te recevoir parce que récemment, ils ont sorti dans une série documentaire un épisode sur toi. Oui. Qui était en gros Rire pour guérir, si je me rappelle. J'ai pas aimé le titre qu'ils ont donné au docu-réalité. En fait, c'est un documentaire qui a été fait avec l'émission 180, qui est le virage 180 de ma carrière dans les Forces armées canadiennes. J'ai servi pendant 20 ans. Et il dresse mon portrait, mon changement de carrière pour aujourd'hui le métier d'humoriste que je fais. Et Rire pour guérir laisse présager que je fais ça de façon exutoire, mais c'est pas le cas. Je fais ça pour faire des gains émotionnels, justement, pour balancer les journées où est-ce que ça peut être plus difficile. Donc, c'est complètement différent. J'ai pas besoin sur scène de raconter ce qui m'a fait souffrir, de la façon dont ça m'a fait souffrir. Pour t'avoir vu sur scène, c'est jamais, mettons, oui, tu vas parler un peu de l'armée, mais c'est pas genre, tu utilises la scène comme manière d'exprimer les démons que tu as vécu pendant l'armée. C'est plus, non, je veux faire rire, je suis là pour faire rire, je vais parler de bien des autres affaires. Puis ça, j'imagine que ça doit faire du bien. Oui, et je veux retourner en société avec monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est mon identité propre, ce que j'ai fait pendant 20 ans, mais ça demeure juste un travail. Ça ne définit pas qui je suis, puis ça ne définit pas non plus qui je vais être dans l'avenir. Donc, pour moi, c'était très important oui, je vais parler de l'armée, et je vais en parler davantage à ceux qui sont les plus intéressés envers le sujet. Mais je réalise aussi qu'il y a une partie de la population qui ne veut rien savoir de ça. Ils ne veulent même pas entendre le mot armée parce que pour eux autres, c'est un trigger. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. C'est souvent associé aux conservateurs. Tu sais, on parlait de progressistes conservateurs. C'est associé à ce mouvement-là davantage. C'est associé à tout ce qu'on a vu dans les médias. Donc, les inconduites sexuelles. C'est associé aussi à... juste la guerre en soi qui est quand même un concept horrible en lui-même. Oui, et c'est horrible, puis tu en réalises toute la portée quand tu vas servir dans un théâtre de guerre. Puis, tu sais, encore une fois, je fais souvent un parallèle avec
les immigrants que je côtoie, qui ont été des enfants soldats, c'est une réalité aussi qui est très touchante, en fait, parce qu'ils ont vécu plusieurs similitudes au niveau d'événements traumatiques. Oui, exact. Mais si on veut partir, mettons, du début, Ouais. de quand tu as commencé, quand tu étais jeune, premièrement, c'est quand est-ce que dans ta jeunesse, tu as le chemin de l'armée, c'est comme tu t'es en allé vers ça. C'est quand tu t'es dit, je pourrais rentrer dans l'armée. Je pense comme jeune adulte, je savais que c'était un métier qui me branchait. Parce que, à cause des émotions que ça pouvait me faire vivre moi, personnellement, j'aimais beaucoup, beaucoup l'humour, utiliser l'humour dans ma vie aussi. Mais par contre, je comprenais que c'était un emploi, un job qui était précaire. Donc, il n'y avait pas nécessairement une abondance de contrats, il n'y avait pas une abondance d'argent. C'était souvent... Il y avait une passion pour l'humour même avant que tu sois dans l'armée. Oui. Okay. Mais il y avait un besoin de sécurité qui était plus grand que celui-là. Okay. Donc, même si j'avais voulu très, très fort et que c'était une passion, j'aurais eu de la difficulté à vivre. Puis là, tu sais, c'est ta situation à toi. Tu sais, quand même, tu débutes comme jeune homme dans la vie, puis je te lève mon chapeau d'aller de front avec cette carrière-là, parce que quand je dis de front, il y a quelque chose d'effronté quand tu as... quand tu n'as pas accumulé beaucoup d'actifs, tu sais, de te lancer dans une carrière qui peut être précaire, surtout qu'il n'y a pas de fonds de pension, qui a une possibilité de faire énormément d'argent. Mais encore là... Mais c'est pas donné à tout le monde. Non. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exact. Je te lève mon chapeau. Ouais. Mais je pense aussi, de base, ça va avec la sécurité que tout le monde a à ce moment-là. Je sais pas toi comment c'était, puis au pire, on pourra en parler, mais tu sais, je sais que moi, par exemple, même si, mettons, moi, mes parents sont pas riches, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui sont dans une situation financière confortable. Oui. T'sais, ma mère est quand même cadre. Ce qui est un filet de sécurité en soi. Ce qui est un filet de sécurité en soi, qui fait que moi, c'est sûr que je vis ma jeunesse, je vis avec des colocs, j'ai pas des grosses dépenses à payer, j'ai pas de charge, j'habite en ville. Fait que c'est comme... Et je te connais, t'es quelqu'un de raisonnable aussi. T'es quelqu'un de réfléchi, t'es pas quelqu'un qui passe une ballonne non plus. Non, c'est ça. Fait que je suis capable de, c'est sûr, prendre plus de risques par rapport à ma carrière, vu que je sais que moi, j'ai pas des obligations. Mais c'est sûr que si j'étais, mettons, je vivais avec une mère monoparentale qui est pas capable de rejoindre les deux bouts, puis que là, moi, je devais amener de l'argent au moulin pour que la famille puisse subvenir, ben là, peut-être que le rêve d'humoriste crisserait le camp un peu, tu sais. Est-ce que toi, dans ton cas, ça ressemblait un peu plus à quoi? J'avais pas ce filet de sécurité-là. Quand j'ai quitté la maison, je l'ai quitté parce que principalement, mon père m'a mis une réalité dans la face, c'est que j'avais quitté le cégep. Okay. Parce que principalement, j'avais décidé d'y aller parce que je savais pas qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Et j'étais intéressé à jouer au basketball. Donc, j'étais allé principalement pour jouer au basketball. Et quand il m'a vu avoir des échecs et de quitter pour le marché du travail, ben, c'est là où est-ce qu'il m'a dit soit tu t'en vas en appartement ou tu me payes une pension. Parce qu'il dit, là, tu commences à créer de la richesse et je suis pas confortable avec le fait que tu as quitté l'école. Fait que c'est un peu ça. Il était pas heureux que je quitte l'école. Il était heureux que j'embarque sur le marché du travail parce que chez nous, c'était le marché du travail qui était valorisé. C'était pas les études du tout. Et probablement que ça a été teinté aussi de mon manque de détermination à compléter un diplôme postsecondaire à cause que justement, l'école n'était pas valorisée dans mon milieu familial puis dans ma famille en général. Ce que je regrette un petit peu aujourd'hui parce que j'avais les compétences et les qualités pour avoir un diplôme postsecondaire. Mais j'ai réussi à mener une carrière qui était très intéressante où est-ce que j'ai été en mesure d'aller tirer mon épingle du jeu au niveau du salaire, tu sais, puis de me bâtir, je ne veux pas dire une richesse, là, mais de me bâtir une équité qui est suffisante pour aujourd'hui, comme artiste, me sentir confortable. C'est ça. Donc, on va avoir eu deux parcours différents à deux étapes de nos vies différentes, mais je pense que tu vas... je te l'ai déjà confié, moi je pense que tu vas réussir dans cette industrie-là, je pense que tu vas percer. Tu es quelqu'un de réfléchi, tu es très drôle dans ce que tu fais, mais tu es aussi posé dans toutes les étapes que tu mets pour te mettre en marché. Je t'admire. Merci, c'est très gentil. C'est super cool. Je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ça à ton âge, moi personnellement. Ouais. Mais c'est ça parce que pas là. Ben c'est ça, des fois c'est juste on n'est pas là. Puis justement, à ce moment-là, tu parles de vouloir chercher une sécurité. C'est sûr que je peux comprendre pour quelqu'un dans cet état-là, qu'est-ce qu'il y a de plus sécurisant que l'armée? T'sais, c'est seté. J'avais perdu ma mère à 8 ans. Oui, aussi, c'est vrai. Donc, ça a été une phase où est-ce que j'ai été déstabilisé, même si aujourd'hui, plusieurs de ces émotions-là, puis même les images de ma mère ne sont pas présentes
dans mon cerveau. Mon cerveau a fait une genre de coupure. Ouais. Mon père était là. Mon père nous a envoyé en famille d'accueil parce qu'il était démuni de prendre soin de 2 enfants en bas âge. C'était le temps pour lui, dans ses réflexes, d'aller trouver une autre femme pour s'occuper de nous. Ouais, ok, je comprends. Ce qui a fait en sorte que de perdre sa mère, de s'en aller en famille d'accueil, du jour au lendemain, de m'organiser et d'organiser mon frère. Super insécurisant. Là, Très insécurisant. Ah ouais? Même si j'étais avec mon père, son option, c'était revenir nous chercher. Il l'a fait. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de traumatisme face à mon père qui nous abandonne. J'en ai probablement un de ma mère qui m'abandonne. Mais tout ça va teinter aussi comment tu es confortable, les décisions que tu vas prendre dans la vie. J'ai pris la décision de sécuriser mon avenir financier plutôt que d'aller vers la passion numéro 1 que j'avais. OK. Ouais. Mais qui, au final, tu as pu la faire plus tard, donc ça n'a pas été un... Oui, bien, j'avais toujours gardé ça dans la C'est tête. J'ai dit, en fait, j'étais en service de garde quand j'ai pris la décision que j'étais technicien en service de garde en milieu scolaire, à temps complet. Et c'est après cette première année-là en temps complet que j'ai réalisé que je ne me voyais pas à 40 ans faire ça. Je ne me voyais pas à 40 ans. Par contre, l'armée était aussi... Je suis un homme passionné, j'aime beaucoup de choses, mais l'armée aussi me passionnait, même si je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants du projet dans lequel j'allais m'embarquer. Mais ça m'intéressait beaucoup et je crois que ça m'intéressait pour me définir comme homme, pour être respecté, pour devenir quelqu'un en société, à mon avis. Pour aller chercher ces codes-là, pour un peu construire son identité aussi, j'imagine. Oui. C'est à quel âge que tu es rentré? Et, attends un petit peu, ce qui est le plus important, c'est que dans tout ça, c'est que j'y ai trouvé une famille. Sans le savoir, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à cette organisation-là rapidement. C'est parce que je me sentais comme si je venais de découvrir une nouvelle famille. Ouais. Et une famille qui croyait en moi, une famille qui m'aimait, une famille qui allait aussi continuer à parfaire mon éducation. Parce que j'ai eu des grands manques éducationnels à l'enfance, puis même en grandissant. Puis l'armée m'a permis aussi de continuer à développer mon éducation et de teinter mon cheminement au cours de cette carrière-là. Je regrette rien. C'est sûr que j'ai payé le prix dans beaucoup de départements. Donc, j'ai une grande déconnexion émotionnelle, même si je me suis reconnecté à mes émotions. Cette carrière-là m'a amené à faire des sacrifices émotionnels. Oui, 100%. Mais c'est à quel âge que tu es rentré techniquement? Donc, à 20 ans. À 20 ans, ouais. OK. À 20 ans, tu rentres là-bas et c'est... Là, j'imagine que tu as dû faire en fait les formations. Presque 21. 21, OK. Oui. Puis c'est ça, tu as dû faire, j'imagine, les... Là, je dis formation. L'école des recrues. Exact, l'école des recrues. À ce moment-là, parce que là, ça l'a changé. Puis encore une fois, à chaque podcast, je dis toujours que le témoignage que je vais en faire, c'est le témoignage de ce que moi j'ai vécu, de ce que j'ai perçu. Puis même que souvent, je vais mentionner que il est possible que j'aie vécu un événement que j'aie perçu d'une façon différente d'un autre. Ouais. Oh oui, c'est bien correct. Puis c'est cool de le préciser. Ouais. Mais donc, justement, toi, ton expérience en école militaire, ça a été quoi? Ça a été comment? L'école des recrues a été difficile. Ça a été très difficile. D'embarquer dans un cadre, à se faire diriger et même de se faire diriger dans des choses qui ne faisaient pas de sens des fois parce que j'ai toujours donné 100% de moi-même dans tout ce que je faisais et j'étais quelqu'un de performant à l'école des recrues. Et je me faisais dire que je n'étais même pas capable de rencontrer les standards minimums que l'école des recrues exigeait des candidats. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Si moi, je ne rencontre pas les standards, 95% du groupe qui les rencontre. Là. Exactement. Ouais. Puis, est-ce qu'on va se faire mettre dehors? On va-tu se faire... Parce qu'il faisait toujours... il y avait toujours une release déshonorable qui nous mettait d'en face que si ça ne fonctionnait pas, mais on pouvait être libéré de façon déshonorable. Okay. Sans nécessairement être comporté de façon déshonorable. Fait que, c'était de l'harcèlement, en fait, qu'on subissait. Ah ouais. Et il y en a beaucoup qui ont eu un diagnostic de syndrome post-traumatique à cause de cet abus-là aux recrues répété, parce que moi, ça durait 10 semaines, mais imagine 10 semaines à faire dire que tu es un pas bon. Exact. À ce moment-là, il y avait le droit encore certaines châtiments physiques que tu n'arriveras jamais à être capable de produire comme leur exigence le dit. Mais tout ça est calculé et dans un plan de formation qui est, j'aime pas ça dire ça, mais ça ressemblait beaucoup à ça,
de te démolir pour te reconstruire plus fort. Ce qui, dans un sens psychologique, c'est complètement wrong. Là. Ben c'est ça, que ça a été même prouvé à... Ben je sais pas si ça a été prouvé, là je suis pas psychologue, je suis mais... presque certain que ça a été démontré que c'était pas positif. C'est ça, si tu veux tirer le meilleur d'un être humain, tu dois l'encourager. T'sais. Exact, c'est ça. Va pas le casser, parce qu'ensuite, c'est... Fait que ça m'a aussi été difficile parce que je suis quelqu'un qui est un leader. Donc, moi, j'aime ça mener un groupe. Et ils veulent, à ce moment-là, ils veulent pas que tu mènes du tout. Ils veulent que tu suives. Et tu n'as pas le droit de penser pratiquement. Tu n'as pas le droit de réfléchir s'il y aurait une meilleure façon de faire les choses. Tourne à droite. Pose-toi pas de questions. Donc, moi, je trouvais que ça nous réduisait à... juste un tas de marde, tu sais. Si tu n'as pas la chance de réfléchir dans un travail que tu fais pour augmenter des performances ou pour avoir une meilleure stratégie, tu es juste de la chair à canon, tu es un numéro, tu peux être remplacé par n'importe qui. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Fait que beaucoup de valeurs mises en opposition dès les recrues, puis à la 4e semaine, je voulais sacrer mon camp. Je m'ennuyais de ma blonde que j'avais dans ce temps-là. Beaucoup. J'avais une dépendance affective claire du fait que j'ai perdu ma mère. Mais c'est un homme, un soldat qui était en charge de notre groupe qui m'a pris à part puis il voyait que je traversais un moment difficile. Puis j'étais prêt à signer ma feuille de papier puis m'en aller. OK. J'étais prêt à faire ça. Puis je me souviens, j'étais dans un smoke pit juste pour prendre de l'air. Puis il était venu me voir puis il m'avait confié que c'était difficile au niveau émotionnel. Beaucoup de mes valeurs devaient être tassées de côté, mais tout ça avait un objectif. Et une fois que l'objectif allait être atteint, les recrues allaient être terminées, j'allais être traité complètement différent. Puis il avait raison. OK. Il avait raison. Mais il m'a dit une chose qui a fait en sorte que j'ai été capable de compléter. Il m'a demandé de prendre mon travail comme une pièce de théâtre. Donc, que je jouais un rôle au théâtre. Donc, considère que tu n'es pas ici comme Steven Bilodeau, mais tu es un acteur. Tu es un acteur avec un uniforme. Fais ce qu'on te dit. On va te diriger. On va diriger ton rôle. Joue le théâtre de la recrue. Joue le rôle de la recrue qui doit écouter ce que le boss dit. Détache-toi émotionnellement de ça. Puis tu vas voir. Mais il dit, je dois t'avertir, gros comme tu es, fort comme tu es, toute ta carrière, tu vas être sollicité davantage que les autres pour produire. OK. Ouais. Et ça a été le cas. J'ai transporté... je transportais pratiquement le double des autres. Là. Oh, shit. En termes de poids. Là. Ouais, pour le matériel. Puis tout ça. OK. Puis je me demande, est-ce que justement le côté leader, le côté justement, tu sais, que... Est-ce que des fois ça a amené justement de la confrontation avec tes supérieurs? Est-ce que des fois ça a amené à des altercations? Parce que les leaders identifiés, c'est ceux qui portent le rang, le grade. Exact. Et ça m'a pris du temps avant de monter en grade parce que je refusais de monter en grade. J'étais un athlète professionnel au sein des Forces armées canadiennes avec équipe de basket Canada, dont Cizim Basketball. Et je voulais pas perdre ce statut-là de joueur de basketball professionnel. Parce que si tu montais, tu pouvais plus être dans l'équipe? À ce moment-là, j'avais d'autres comment je pourrais dire ça, d'autres tâches qui faisaient en sorte que j'aurais peut-être pas pu me libérer pour aller faire mes pratiques ou mes matchs ou partir en compétition internationale. Donc, pour moi, ce statut-là de caporal qui est la base. Tu sais, ça me suffisait. J'étais de toute façon un leader. Je leadais à ma façon, mais c'était souvent en opposition avec celui qui portait le grade. Souvent, c'était pas nécessairement des gens qui avaient le potentiel de leadership, et parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils sont allés sur le cours de leadership, puis ont appris l'instruction, ils sont devenus leaders. Ça m'a causé beaucoup de difficultés dans ma carrière, ça c'est certain. Ouais, ben juste moi personnellement, puis j'imagine même pas dans l'armée, tu sais les gens que tu vois qu'ils sont dans un poste de direction ou dans un poste de gestion, whatever, et qui sont clairement pas faits pour ça. Là. Que c'est comme, OK, non, tu l'as eu parce que sur papier, tu l'as eu, mais top. Ou au niveau pédagogique, ils ont des grandes capacités. Aussi. Tous les gens qui ont de la facilité à apprendre du par cœur avaient des outils plus élaborés pour performer à l'école. Là, exact. Sans même nécessairement comprendre la pédagogie, mais juste... ou de l'appliquer, juste de la mettre sur papier, ça faisait en sorte... Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas parce que tu es capable de répondre aux questions d'un quiz de leadership
que ça veut dire que tu as du leadership. Exactement. J'ai l'impression que... Puis même si on te place dans un poste de leadership, on te dit voici le grade de leadership. Maintenant, lead, ben, tu vas leader selon les livres, mais c'est probablement pas la meilleure façon d'amener tes subordonnés à produire le maximum pour toi. Il faut que tu convainques tes subordonnés que tu es la personne qui va les amener plus loin en équipe. Et ça, c'est le premier défi, je pense, que quand tu es leader, c'est de tu sais, ils disent souvent « lead by example ». Donc, ce que tu fais, les gens, s'ils trouvent que ça fait du bon sens, ils vont te suivre. Tu n'as pas besoin de rang, tu n'as pas besoin de position. Les gens vont te suivre parce que pour eux autres, ça fait du sens, puis ils vont aller tirer ils vont aller chercher combler leurs besoins avec ça. Exact. Ouais. Là, il y a une affaire aussi avec le documentaire que j'ai appris. Oui. Parce que ça, tu as joué pendant longtemps dans l'équipe de basketball des armées canadiennes. Et ça t'a permis d'aller jouer aux Jeux militaires. Jeux olympiques. Les Jeux olympiques militaires. Qui sont comme les dans le fond, tu as les olympiques militaires en soi, tu as les paralympiques, et sur le même niveau, tu as les olympiques militaires. Je ne suis même pas capable de quantifier mettons, au niveau d'importance, c'est quoi l'importance des Jeux olympiques militaires, mais c'est souvent, les olympiques militaires vont être utilisés pour, des fois pour roder, mettons, une délégation, pour recevoir un autre genre d'olympique ou de compétition d'envergure. C'est comme une espèce de test avant de, mettons, recevoir les olympiques. On peut tester avec les olympiques militaires toute l'infrastructure. Exact. Okay. Donc, 2011, je m'en vais aux Olympiques pour la première fois aux Olympiques militaires à Rio de Janeiro. Wow. Et c'est quelque chose de phénoménal. Phénoménal. Je rentre dans un stade bondé avec l'uniforme, les drapeaux. C'est unreal. Je ne m'attendais jamais à vivre ça dans ma vie. Oui. Est-ce que vous aviez aussi l'expérience de village olympique, de rester là-bas, d'être avec les autres athlètes? C'est ça qui n'était pas terminé. OK. Donc, quand je dis j'avais la perception des fois qu'on était le rodage d'un événement encore plus grandiose, bien, je me souviens pas qu'est-ce qu'il y avait eu à ce moment-là à Rio de Janeiro comme 2 ans plus tard, mais je pense que c'était le mondial de soccer. Oui, il y avait en tout cas, les gens, si vous, corrigez-moi, marquez-le en commentaire, mais je pense qu'ils recevaient un événement encore plus d'envergure. Et le village olympique n'était pas terminé, même que je me souviens, il fallait courir des fois après des têtes d'oreiller ou des oreillers parce que le stock n'avait pas fini de rentrer. Et ça arrivait au compte-gouttes au fur et à mesure que la compétition avançait. Oh shit, OK. Ouais. Puis vous êtes rendu où lors de... Tu dis vous? Oui, vous. Je sais pas pourquoi je t'ai tellement vouvoyé. Mais ouais, là, je reçois un athlète international. Non, comme t'es nerfs. Non, mais oui, mais... fait que... Ben, en fait, vous, l'équipe, je pense pour ça j'ai dit vous, c'était pour l'équipe. Vous vous êtes rendu jusque où dans le tournoi? J'ai joué 15 ans pour l'équipe Canada militaire. Et à chaque année, mon poste n'était pas garanti. Même si, dans les premières années, j'étais dans les plus performants, puis celui qui produisait, un de ceux qui produisait le plus de points, à chaque année, mon poste n'était pas garanti parce que le service pouvait faire en sorte que tu arrives blessé, pouvait faire en sorte que tu n'arrives pas dans ta shape de compétition. Donc, il allait passer quelqu'un d'autre en avant de toi, même si tu avais l'expérience des compétitions internationales, il allait en choisir un autre. Donc, c'était important pour moi, puis c'était ce qui me motivait tout au long de ma carrière à rester extrêmement bien entraîné, c'était de faire la cote pour chaque compétition internationale. C'est ça. Ben, en fait, moi, c'est la question de la compétition internationale, les Jeux olympiques militaires. Moi, c'était en fait savoir, est-ce que vous êtes rendu en quart de finale ou de quoi? Mais non. Et je pense qu'on n'a pas gagné une game aux Olympiques militaires. Ah, pour de vrai? Tout ça est normal. Oui, ça s'inscrit aussi dans où est-ce qu'on se positionne le Canada, mais c'est de mieux en mieux au niveau international. Puis ça dépend aussi parce que certains pays ont le service militaire obligatoire. Donc souvent, l'équipe nationale va être pratiquement constituée des mêmes joueurs. OK. Parce qu'ils ont le service militaire obligatoire, mais durant leur service, ils font partie de l'équipe nationale. OK, fait que ça pouvait arriver que tu joues avec des joueurs qui sont dans l'équipe nationale militaire. Ou pas tous, mais en partie. Ouais, mais qui ensuite, mettons, 2 semaines plus tard, tu les voyais dans l'équipe des Olympiques, les vrais. Genre. Ouais. Ah, mon Dieu, OK. Pas pour le Canada, bien entendu, mais pour d'autres pays où est-ce que le service militaire est obligatoire. OK, parce qu'ils ont le droit de comme doublement inscrire des joueurs. Ben, ils l'utilisent à leur avantage. Tu sais, si le service militaire obligatoire, mais le jeune dans un programme d'excellence pour un sport, ben pourquoi pas? Exact. Pourquoi pas prendre cette cohorte-là, les faire travailler ensemble, les monter, puis quand le service
au bout du service obligatoire, bien là, ils vont rejoindre l'équipe nationale, mais ils vont C'est avoir pratiqué les jeux, ils vont avoir baigné dans tout ce que l'équipe nationale veut comme développement de ses joueurs. OK. Ouais. Wow. Ça j'avais aucun Mais doute là-dessus. il y a une année, puis si je ne me trompe pas, je pense que c'est 2006, où est-ce qu'on est allé en Belgique pour un championnat mondial et on s'est positionné 5e au monde. OK. C'était ma meilleure performance comme équipe. Mais quand je dis ma, c'est au niveau de l'équipe. Je pense qu'on a fini 5e. On avait battu la France, entre autres. La France qui n'avait plus de service militaire obligatoire à ce moment-là. On avait battu une grosse victoire contre la Turquie. Ça avait été assez impressionnant ce qu'on avait réussi à accomplir en équipe. Surtout que souvent, au niveau athlétique, on n'était pas aussi grand que les autres équipes. On n'était pas aussi grand. Et on était gros, par exemple. Avec moi, on était crissement plus gros. Mais c'est ce qui a fait aussi que j'ai tiré beaucoup mon épingle du jeu en basketball. C'est parce que je sautais très haut. J'étais très physique. Donc, je suis allé mettre à profit mes habiletés puis ma corpulence. On dit ça comme ça. J'ai adoré ça. Mais j'ai adoré d'autant plus le reportage, on n'en a pas parlé. Puis ceux qui veulent voir le reportage, c'est toujours sur TVA+. Les chiffres sont malades mentales. Je pense que le diffuseur veut peut-être faire quelque chose avec ça. Allez voir ça parce que on comprend pas à quel point ça peut solliciter autant d'intérêt. Oui, vraiment. On pensait que ça allait être un intéressante. documentaire qui allait être intéressant, mais qui allait susciter autant d'intérêt. Non, je pense pas. Surtout qu'on va là rentrer peut-être dans un sujet qui peut vraiment démontrer l'intérêt du monde qui ne connaissent pas ça, l'armée. Là, Oui. tu as fait l'école militaire. Tu as fini tes années comme recrue. Est-ce que tu veux que je te parle des Jeux mondiaux policiers-pompiers? Tu as fait ça? Oui. J'ai fait 2 éditions, 2009-2011. OK. Toujours en basketball. Ouais. Donc, je jouais... quand j'ai changé de carrière, en fait, j'ai fait 10 ans à l'infanterie, je suis allé comme policier militaire. Lorsque ma formation de policier a été complétée, j'avais toutes les compétences puis le statut de policier au Canada. OK. J'ai envisagé les Jeux mondiaux policiers-pompiers, sans savoir que la Constitution ne donnait pas le droit à tous les policiers militaires de joindre la compétition. Ah, OK. Parce que tous les pays, sauf le Canada, ne rencontraient pas les critères d'admissibilité comme étant considérés comme policiers. Sauf que nous, au Canada, on est reconnu au niveau du code criminel. Donc, à ce moment-là, je jouais, et je m'étais préparé pour les Jeux mondiaux policiers-pompiers avec la Ville de Québec. Donc, je pratiquais avec la Ville de Québec et avec... Roger Ferland, qui était l'entraîneur, puis à ce moment-là aussi, il était enquêteur pour l'affaire Scorpion. On a monté un package de 24 pages pour démontrer au comité organisateur des Jeux mondiaux policiers-pompiers que la police militaire au Canada avait exactement le même statut que la GRC. Donc, on pouvait être considéré comme étant que vos formations éligible aux Jeux s'équivalaient. mondiaux policiers-pompiers. Et en 2009, à Vancouver, j'ai été le premier policier militaire à rentrer dans un stade aux Jeux mondiaux policiers-pompiers. Wow! Ouais. Basketball fort. 5 contre 5. L'année suivante, j'ai fait du 3 contre 3 avec la police de la Ville de Québec. C'était en 2011 à New York, parce que sont aux 2 ans. OK. Et je faisais du 5 contre 5 avec la Sûreté du Québec. Wow! Ouais. Holy shit! Quelque chose que le reportage n'a pas parlé, mais ça m'a permis d'aller jusque-là. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, puis surtout, c'est que techniquement, avec toi, puis justement, la personne avec qui tu as collaboré, vous avez changé cette règle-là, j'imagine? Ouais, Donc là, exactement. maintenant... On a vraiment présenté le dossier au comité organisateur et ça a pris quelques mois pour qu'ils nous donnent l'OK. Et j'ai ouvert la porte à d'autres policiers militaires, femmes ou hommes, d'aller compétitionner c'est hot, ça. World Police and Firefighter Games. Good job. J'étais très, très content. C'était impressionnant aussi. Puis Ouais. la deuxième année, en 2011, c'est vrai, tu me rappelles, j'ai même participé au arm wrestling, tir au poignet. Il y a des compétitions ça, Ouais. pour police et pompiers? Ouais. Ou c'est la même... OK. C'est la même chose, une discipline de plus. J'ai appris 3 disciplines la deuxième édition que moi, je participais et je m'entraînais avec Devin Larratt, qui est le champion du monde de tir au poignet. On était les deux aux forces spéciales ensemble. Wow. Dans le gymnase, on avait une table et il me Qui était prenait, juste pour prenait ça? comme what's it, sparring, right? Ouais, So, ouais, on faisait ouais, du ouais. sparring ensemble, on s'entraînait ensemble. Donc, Ça va sonner peut-être épais, mais
comment tu fais du sparring de tir au poignet? Ouais, Parce qu'on s'entend que, je veux dire, pour la part du monde, la technique, c'est juste pousse plus fort que l'autre. Oui. Ben, il y a beaucoup d'endurance. Donc, tu vas tirer et tu vas essayer de garder la tension le plus longtemps possible. Ça va en être un. Ben, travailler ton je sais que j'ai l'air flexé, mais travailler ton muscle de l'avant-bras, et ça peut se faire de plein de façons, avec des poulies, avec des élastiques, des poids libres. Après ça va être au niveau de la rotation. Ben, peut travailler avec le câble, on va travailler aussi avec d'autres partenaires. Fait qu'on va enchaîner les partenaires qui, eux, vont juste... On va aller travailler sur la prise. Tu sais, la prise, c'est probablement ce qui est le plus important au tir au poignet. Oui. Puis après ça, c'est au niveau technique. Ben, je vais l'apprendre à plusieurs personnes, mais quand tu tires au poignet, tu ne pousses pas par là. Ça, c'est la première erreur à faire. Il faut que tu tires vers toi. Donc, tu vas tirer pour... Puis c'est aussi simple que ça, là, pour avoir un angle moins obtus, qui est un angle plus aigu. Oui. Exact. Et c'est à ce moment-là, si ton bras se rapproche de ton corps, ben, tu vas avoir t'as plus de beaucoup force, plus de force de par l'effet de levier. Donc, c'est toutes des stratégies comme ça. Et je salue Devin Larratt, qui est un anglophone. Je pense pas qu'il regarde ce podcast-là, mais il fait un job incroyable à l'international pour faire rayonner notre pays dans cette discipline-là. Et c'est un showman. En fait, je pense que ce gars-là aurait dû s'en aller comme stand-up comedian. Ouais? Il est drôle, ça n'a juste pas de bon sens. Il aurait été bon, mais il aurait cassé le micro. C'était les hommes les plus forts et les plus gros que j'ai connus, c'est tous des nounours. C'est tout du monde qui ils veulent sauver tout le monde. Il n'aurait pas cassé personne. Malgré qu'il était capable, c'était un opérateur aux forces spéciales. Wow! Oui, une machine. Très fort. Pour ceux qui ne connaissent pas Devin, allez chercher Devin Larratt. Vous allez voir, c'est un monstre. Je dis salut à tout le monde maintenant qui vont péter tout le monde au bras de fer avec les petits tricks. Oui, je vais saluer Victor Bilot. Lui, je sais qu'il va regarder ton podcast. C'est un amateur fini de arm wrestling. Et j'ai promis qu'il rencontrait Devin un jour. C'est genre, je l'ai fait en faisant la technique, je me suis essayé, là, puis ça fait du sens ta technique. Ça marche vraiment plus. Je fais le move moi-même, mon bras. Je suis comme, Chris, ok, alright. Je pense que j'ai le goût de te raconter une anecdote. Je suis au bordel, je pense, pour... c'était-tu un open mic ou le Gong Show? Je pense que c'était le Gong Show. Et non, c'est un enregistrement de sous-écoute. OK. Et la table en arrière de moi commence à jouer au tir au poignet pour le fun. Fait que je me lève, tu sais, très, très bonhomme là-dedans. Puis je dis, tu sais, je suis intéressé. C'est pas que je veux jouer, je veux participer, mais toi, tu t'en vas en mode genre Sidney Crosby qui s'en va péter des pee-wee. Non, je m'en allais juste donner parce que le gros gagnait tout le temps sur le petit. Fait que j'aurais voulu donner 2-3 conseils au petit pour voir ce que ça aurait donné. Oui. Mais t'aurais dû me voir comment ils m'ont regardé. Ils m'ont regardé comme si j'étais... T'es qui, toi? Pourquoi tu nous parles? Tu sais, la réaction, ça a été tellement... genre, on ne te veut pas dans notre groupe, là. Ça m'a fait mal, là. C'est comme un gros rejet. Puis moi, j'étais là, très gentil, très... à vouloir... Je veux jouer au tir au poignet, gang. Ou juste, je connectais avec vous autres, jaser, tu sais. Mais ils se sont arrêtés sur ce que j'avais de l'air, je pense. Puis... honte à eux. Fuck eux. Ben... Ouais, exact. Ben, je pense qu'il était définitivement pas confortable à ce que je l'approche. Ou peut-être qu'il ne voyait pas la bienveillance que j'avais dans tout ça. Anyway, c'est une petite anecdote. Là. Who knows? Peut-être bien. Fait que là, je veux savoir la première fois... Parce que toi, t'as été déployé pendant l'Afghanistan, pendant tout le conflit en Afghanistan. Ben, on a été là 15 ans. J'ai pas été là, moi, 15 ans. Non, là mais... 2004, 2007, 2008. C'est ça. Ça a été comment la première fois que, justement, t'as été déployé là-bas, que t'as vu la situation là-bas? Ouais. Ça a bien été. Je connaissais pas la situation. Donc, la situation en 2004 était plus chaotique. Je veux dire, d'un point de vue de soldat, c'est sûr que tu connais pas tous les éléments de la mission et l'agenda politique en arrière de justement, tout ça. On dirait que c'est une question qui vient de me popper. Est-ce que, comme soldat, vous restez quand même... Est-ce que vous restez quand même actualisé? Est-ce que vous essayez quand même de comprendre? Oui, on a des cours sur la situation géopolitique. OK. Par contre, on n'a pas de cours sur l'agenda de notre pays ou l'agenda des forces de l'OTAN ou plus au niveau micro, qu'est-ce qu'on fait dans tel secteur de façon claire, nette et précise. Ouais. Et c'est souvent en collaboration avec d'autres organisations, la CIA, les forces spéciales afghanes. Donc, c'est...
durant ces 15 années-là, ça a tellement évolué au niveau géopolitique, au niveau des territoires aussi, des zones dans lesquelles les Canadiens allaient faire des opérations, puis incluant les opérations humanitaires. On a fait énormément de chemin dans cette direction-là aussi, parce que c'était important au niveau stratégique d'avoir la population en arrière de nous pour être capable... Oui. Si j'aime pas ça dire ça, de leur offrir une forme de démocratie, mais parce que je pense que chaque conflit, les changements doivent venir du peuple. Et je ne suis pas certain que ce conflit-là, la volonté démocratique venait du peuple. Je veux dire ça comme ça. Après coup, là, on aurait peut-être eu avantage. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je me détache de toute allégeance ou loyauté pour dire que on n'aurait peut-être pas dû aller là. Je pourrais dire que je suis d'accord avec toi, puis c'est mon podcast, fait que tu peux le dire à 100%. Mais c'est ça, oui, parce que j'imagine... Chaque changement doit venir du peuple. Exact. Fait que là, vous êtes allé... Dans tes missions, il y avait aussi justement de l'humanitaire, on va aller les aider. Moi, je faisais pas d'humanitaire, mais il y avait des équipes qui étaient bâties pour aller favoriser la construction d'un puits, pour aller favoriser la construction d'une école, aller aider les secteurs les plus difficiles à faire du développement au niveau de l'agroalimentaire. Okay. Tu sais, c'est des choses comme ça, des choses concrètes. Quand tu veux redonner le pouvoir à un peuple, il faut que tu leur donnes... tu sais, ils vont dire toujours donne pas du poisson à quelqu'un, mais apprends-y à pêcher. Oui. Mais ça fait partie de la job. Aussi, effectivement. Puis tu as aussi la pyramide des besoins. Là. C'est sûr que c'est plus tough pour une population de se demander c'est quoi leur système démocratique s'ils n'ont pas d'eau. Là. Ils n'ont pas d'éducation, Guillaume. Exactement. Ils n'ont pas d'éducation. Donc, c'est une chose que j'ai pris conscience dès le départ, c'est la situation en général de la population. Beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes d'éducation, des problèmes de yeux. Ils n'ont pas de lunettes. Pas personne ne va chez l'ophtalmologiste. S'ils ont un problème de yeux, ils vont essayer de trouver une paire de lunettes à quelque part. Puis, s'ils étaient presbytes, puis c'est de la... c'est de la myopie, ben regarde... on va gérer, là. Tu le donnes à mon oncle, puis tu essaies d'en trouver un autre. Non, mais c'est ça. Et je l'ai appris à la dure parce que à un moment donné, je suis en patrouille, puis on a des signes que les véhicules ne doivent pas nous approcher parce que dans ce temps-là, on avait beaucoup de suicide bombers, du monde qui se faisait exploser ou des véhicules qui se faisaient exploser. Donc, notre périmètre de sécurité était plus imposant. Et on disait à la population, avec des écriteaux, de se tenir à tant de distance des véhicules et du personnel, sachant que, je sais pas, moi, le 3/4 de la population, c'est pas lire. Ah, ouais. Fallait quand même le répéter. Mettons que tu as besoin de réfléchir différemment. Tu peux pas crier, tu peux pas commencer à tirer dans le tas, tu peux pas commencer à frapper quelqu'un. Le gars, c'est juste pas lire. C'est fucked up d'amener rationnellement tout ton acquis en zone de guerre, puis tu réalises que les êtres humains en zone de guerre sont pas là. Sont pas là. Puis il y en a beaucoup qui survivent. Donc, va dire à quelqu'un comment vivre quand il survit, il n'embarquera pas dans ton plan. Exact. Il n'embarquera pas, il souffre. Il n'embarquera pas. Ah, c'est vrai. Puis je me demande justement, pour toi personnellement, d'arriver en zone de guerre, d'arriver à un endroit où, malheureusement, veut pas, il y a tout le temps un peu la question de hey, est-ce que je vais finir ma journée? Est-ce que je vais... Ouais. Ça fait partie de tes concerns au début de la mission. Okay. Il vient, plus que la mission avance, plus tu te désensibilises à cette menace-là et même que tu deviens des fois un peu pas assez vigilant. OK. Même qu'à un moment donné, je vis une embuscade et avant de vivre l'embuscade, j'étais tellement dans ma tête, dans la lune, que je n'ai même pas réalisé qu'on se faisait attaquer. Okay. Ça a pris c'est des microsecondes, c'est des secondes pour réaliser. Ça a été comment cette embuscade-là? C'est quoi exactement qui s'est passé? Si c'est pas... si c'est je vais essayer de te faire le portrait sans nécessairement tomber là-dedans. Parfait. Parce que je fixant je le me micro, connais. Aujourd'hui, je suis un peu plus à fleur de peau. Donc, si je m'en vais là-dedans, je vais pleurer. C'est bien correct. Tu vas avec ce que tu es à l'aise. Grosso modo, c'était une embuscade très bien préparée. Probablement la plus grosse embuscade que le Canada et les forces spéciales ont connue. Okay. À mon avis, à ma connaissance. C'est ça. Je suis dans le véhicule et les balles commencent à arriver dans les vitres blindées. Puis je pense que c'est de la roche ou c'est de la pluie. Mais ma première idée, c'est pas me faire tirer dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est lorsque mes yeux sont arrivés sur la vitre, puis là, j'ai vu
les impacts de balles dans une vitre blindée. J'avais déjà vu ça, que là, asti, je me fais attaquer. Fait que, mais ce qui précédait ça, moi, je m'en allais comme... On a fait entre 13 et 15 000 km sur ma dernière mission en 10 mois. On roulait en sacrament. Ouais. Fait qu'il vient à un moment donné, oui, tu fais ta job de surveillance dans le convoi, au travers du chemin. Mais tu sais, on est des humains comme tout le monde. Ça arrive à un moment donné. On peut pas rester focus 24 heures. Tu vas partir dans ta tête puis tu vas penser à... La dernière fois, tu as joué au jeu risque, là, tu sais, puis tu aurais dû faire ça au lieu de ça. Tu aurais dû prendre l'Australie, man. Oui, exactement. Tout le temps ça. Non, mais c'est ça. Dans ta tête, tu vas aller dans une place qui ça fait du bien aussi. Puis quand c'est redondant comme travail, puis il n'est pas arrivé d'incident, ça fait longtemps, souvent, les militaires vont être beaucoup moins vigilants, puis c'est souvent là qu'on va se faire pincer. OK. Ouais. Fait que là, vous êtes arrivé, là, ça a commencé à tirer. Oui, puis... ça tirait d'un peu partout. Je rentrais pas en détail dans l'embuscade, mais c'est ça. Quand tu réalises, et tout de suite, étant donné, c'est ça qui est intéressant de réaliser, c'est tellement l'endoctrinement et la formation est ancrée à l'intérieur de toi que tu réagis souvent de façon mécanique. Ouais. Tu sais, sans même avoir à réfléchir, ton corps fait le réflexe de ce que tu dois faire, puis de répondre au feu pour après ça se sortir de la zone d'abattage, puis continuer la mission. Puis à ce moment-là, la mission, c'était un convoi de remplacement pour le Peter MacKay, qui était le ministre de la Défense nationale à ce moment-là. OK. Ouais. Wow. Puis ça, c'est... Puis là, justement, pendant la mission, toi, au final, la fin de ta mission, la fin de ta carrière, en fait, dans l'armée, est arrivée quand? C'est arrivé quand j'étais aux forces spéciales. J'étais en uniforme et j'étais ultra fatigué. Ultra fatigué à un point que je n'étais pas capable de lever ma poche d'hockey. Je n'étais pas capable de lever j'avais de la difficulté à lever ma poche d'hockey. Tout ce que je faisais physiquement était pénible. Je pleurais à rien. J'avais des signes et symptômes de dépression. Mais j'étais continuais à être performant, je continuais à travailler, mais j'avais beaucoup besoin d'adaptation, dont les pilules pour dormir. Fait que, tu sais, quand tout ça, puis quand tu es conscient de ton état, puis tu es conscient aussi de ce qu'il faut faire pour sortir de ça, bien, tu te mets à réfléchir, comment je le fais, quand je le fais, parce que tu ne veux pas perdre ta carrière, tu ne veux pas sortir de l'unité dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu t'accomplis, que tu te valorises. Est-ce qu'on parlait tantôt, il y avait un confort, il y avait c'était là où est-ce que... moi, j'avais atteint le summum de la job que je voulais. Là, exact. Je voulais pas quitter. Mais en même temps, je savais que j'allais pas faire ce travail-là pour le restant de ma vie et que ma santé était importante aussi pour les gens qui m'entourent. Puis là, après ça, tu as moi. Moi, j'aimerais ça être plus performant comme j'étais avant. Donc, toutes ces émotions-là qui avaient été refoulées, qui avaient été mises de côté parce que mon unité, les spécialistes de santé savaient très bien que j'avais un syndrome post-traumatique. Je voulais pas qu'ils le mettent. Je voulais pas qu'ils mettent le diagnostic parce qu'à ce moment-là, ça l'amorçait ma procédure pour la sortie. OK. Parce que est-ce que dans l'armée, aussitôt que vous avez ce diagnostic-là, vous pouvez plus... Plus maintenant. Okay. À l'époque, si tu ne rencontrais plus les règles universelles de service, oui, tu t'en allais vers la libération. C'était systématique. Aujourd'hui, il y a un programme de rétention pour le personnel. Donc, si tu ne peux plus faire un travail, mais tu es encore capable d'en faire un autre, il peut y avoir une autre formation qui est donnée pour t'en aller dans un autre département, sans nécessairement être éligible pour déployer outre-mer, mais de faire des opérations domestiques. Je pense pas que ce soit un problème. Dépendamment du problème de santé aussi. Oui, j'imagine. Tu as mal à un pied, tu restes assis sur ta chaise, c'est correct. Mais si tu as mal dans ton cerveau, des fois, ça peut être un peu plus handicapant. Fait que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Ouais. Puis je me demande, mettons, dans ton cas, puis encore une fois, on va dans ce que tu es à l'aise, de ce que tu es... Mais parce que c'est quand même un sujet qu'on entend... On l'entend, PTSD, tu sais, mettons, PTSD, post-traumatique... État de stress post-traumatique. Exact. Ouais. On l'entend souvent, mais comment ça a commencé à se manifester? Quand est-ce que tu as commencé à réaliser que c'est un problème que tu avais? Justement, les symptômes dont la difficulté à tomber endormi. Ça, c'est un symptôme, donc de ne pas être capable de faire tes nuits parce que tu fais des cauchemars. Cauchemars à répétition, et c'est toujours le même thème, c'est toujours la même chose. Ou sinon, c'est toujours dans le même créneau. Tu sais, 3, 4, 5 scénarios qui, dans ton cauchemar, te réveillent. Te réveillent en sueur, te réveillent en panique, te réveillent en voulant te battre.
Comme s'il y avait une menace. Et que là, il fallait que tu te réveilles et que tu te défendes contre ça. Là. OK. Mais je me souviens d'avoir couché dans le désert, dans mon sleeping bag, avec mon arme dans mes mains ou en dessous de ma tête d'oreiller. Puis c'est ce que j'avais dans ma tête. C'est quand on va se faire attaquer. Donc, il y a beaucoup de choses dans le subconscient qui vont revenir à la surface quand tu es dans un état de sommeil. Puis surtout parce que là, tu reviens à un endroit où il n'y a pas de danger, ou du moins on l'espère. Oui. Tu reviens au pays puis il n'y a plus de danger, mais ce réflexe-là, comme tu l'as dit, il est ancré. Ce réflexe-là, il est rendu dans ta tête de juste tout le temps être prêt à « Ah, si je peux me faire attaquer anytime. » Oui, exactement. OK. Puis... Donc, ça va avec l'hypervigilance aussi. Donc, tu réalises que tes réactions, des fois, sont plus promptes ou sont plus... la réaction est démesurée face à la situation. OK. Parce que une réaction démesurée à une menace à ta vie, c'est normal. Mais une réaction démesurée à quelqu'un qui t'offre 2 roteux, ça l'est un peu moins. Ça. Donc, c'est toutes ces choses-là que tu réalises, puis tu te dis, moi, je veux pas ça pour moi. Je veux pas être un autre de ceux-là qui vont présenter à Radio-Canada, écrasé dans son sous-sol, en train de se doper, tu sais. Est-ce que c'est une réalité encore aujourd'hui? Je pense que c'est une réalité. Je pense que c'est une minorité, mais c'est souvent celle qui est présentée devant les médias. Okay. Et c'est un peu un rôle que je me suis donné aussi d'essayer de faire changer l'image du vétéran. Oui. Mettons, on va dire un podcast à la fois. Là. Mais c'est vrai. Puis changer aussi, les préjugés. Parce qu'on dirait qu'on a l'image aussi, malheureusement. Puis je me demande, parce qu'on a l'image très américaine, on dirait des fois, de comme les vétérans, on dirait qu'ils se font un peu abandonner par le système. Je me demande, est-ce que la réalité au Canada, elle est différente? Est-ce qu'on est un petit peu plus... au niveau démographique, c'est pas la même réalité. Le support financier au Canada, il est extraordinaire. C'est sûr qu'il est moins généreux qu'il l'était, mais encore là, on est en plus grand nombre de ceux qui ont besoin d'un support. Donc, c'est normal que les budgets descendent en fonction de ce que le gouvernement va octroyer au programme. Mais qu'au moins, tout le monde est capable d'en avoir. Mais tous ceux qui sont vraiment maganés ne manqueront pas de service. Même que je te dirais que le double de services pour chaque situation, même que les services se dédoublent. Et c'est possible maintenant d'avoir des services au travers d'organismes qui sont des organismes paramilitaires. Donc, c'est des vétérans qui se sont pris en charge, qui ont monté une entreprise. Puis aujourd'hui, c'est eux qui desservent les vétérans. Et souvent, on va le faire de façon pas plus adéquate. Là. C'est aussi bon ou des fois, ça fait la job, comme on dit, mais vu qu'il n'y a pas d'allégeance ou il n'y a pas de lien avec l'institution, il y a beaucoup, beaucoup de militaires ou de vétérans qui vont aller vers là parce qu'ils n'auront pas à... leurs boss ne sauront pas qu'ils sont après faire un cheminement de rétablissement. Okay. Donc, ils vont choisir ces groupuscules-là qui ne répondent pas de l'institution pour aller chercher leur soin et service. Ils ne veulent pas se faire voir, ils ne veulent pas en discuter. Donc, en catimini, ils vont choisir ces groupes-là. C'est ça, il y a quelque chose que je me demande. Est-ce que, justement, tu sais, on s'entend, l'armée a quand même ce qu'on pourrait considérer encore aujourd'hui un peu de l'aura de masculinité toxique, tu sais, l'aura de comme détache-toi de tes émotions, reste concentré. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut, justement... Ça ne changera pas. Selon toi, ça ne changera pas? Ça ne changera pas. C'est sûr qu'il faudrait se donner une définition ensemble de masculinité toxique. 100%. Mais le masculin, au contraire, ne changera pas dans un métier où c'est que la nature, c'est se battre. Exact. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que c'est des hommes et des femmes qui ont à l'intérieur d'eux une forme de... qui sont capables d'une forme d'agressivité, qui sont capables d'une forme de roughness, d'être tough, parce que la nature du travail demande d'être comme ça. Exact. Mais si on parle de toxique, il faut que ça soit nuisible, mais ces comportements-là qui peuvent être violents dans un cadre où est-ce que c'est supporté par les opérations, par le commandement, c'est pas toxique. Non, mais c'est ce que je voulais m'en aller avec ça. C'est une fois qu'ils sont sortis. Exactement, c'est que je me dis plus, est-ce que tu penses que cette aura-là fait que justement, quand ces vétérans-là sortent du contexte militaire, vont être moins portés à justement aller chercher de l'aide pour des troubles mentaux, aller chercher de l'aide pour justement ne pas tomber dans des addictions puis s'automédicamenter? Est-ce que tu penses que là-dessus, puis je te lance... C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. La première chose que je vais te dire, c'est que dans l'armée, il y a un des endoctrinements, c'est de te faire comprendre que si tu vas voir le médecin ou si tu te plains, tu deviens un problème pour l'organisation. Donc, l'organisation n'est pas capable de produire autant si tu es absent.
Fait que de se faire rentrer ça dans la tête à tous les jours que tu ne peux pas prendre une journée de congé, tu peux pas t'en aller en congé de maladie parce que sinon, ça augmente la charge de travail sur tes pairs. Ben, tu as une pression du milieu. Même si tu es dans tes droits, tu suis les règlements. Et on le voit en société. Quand tu ne vas pas dans le courant et les valeurs de la société, il est possible que tu sois cancellé, il est possible qu'il y ait des représailles. Et ça faisait partie aussi de cette culture-là. Tu vas suivre le groupe, tu vas faire ce qu'on te dit, sinon tu vas payer le prix. OK. Donc, quand tu sors et tu as vécu avec ça pendant 20, 30, 35 ans, ben, tu ne vas pas voir le médecin systématiquement. Tu ne vas pas demander un statut particulier. Tu ne vas pas demander d'avoir une étiquette dans le front de malade. Donc, d'aller vers les services, il faut que tu y crois, mais il faut aussi que tu sois à l'aise d'y aller. Ouais. Et je pense que s'il y a une chose que je fais bien dans tout ce que je fais présentement dans les médias, c'est de peut-être de donner l'élan à quelqu'un qui voulait aller vers les soins et les services, mais qui n'a pas été fait encore parce que c'est tabou encore. Exact. Mais là, il y a le gros monstre qui a fait à peu près tout ce qui est périlleux dans l'armée, qui lui s'en va de façon publique dire ben oui, moi j'ai un problème de santé mentale. Puis c'est bien correct. Et je croyais aux soins et aux services. Je suis allé vers les soins et les services, puis au final, j'ai désensibilisé ce qui me faisait souffrir. J'ai pas réussi à me guérir. Non, je vais vivre avec ça toute ma vie. Mais j'ai réussi à avoir un équilibre, de retourner en société et de ne pas être une menace. Tu parlais de masculinité toxique. Je crois qu'il va toujours en avoir, malheureusement. Ça va, je crois, toujours rester une minorité, mais une majorité qu'on montre dans les médias. Ouais. Malheureusement, de par des homicides ou de la violence conjugale. Mais je crois fondamentalement que c'est une minorité d'hommes et de femmes qui n'ont peut-être pas la capacité d'être éduqués. Ouais, Tu sais, à la base, là, quand le métier, le métier le plus basique que tu peux faire dans l'armée, ça prend maintenant en secondaire 5, mais ça prend pas la tête à Papineau pour opérer des armes. Puis ça se fait... la pédagogie en arrière de ça est quand même facile. Ouais. Donc, je vais dire, il y a des gens qui sont simplets, qui retournent en société avec un sentiment que s'il y a quelque chose qui me gosse, là, moi, je vais utiliser la force. Parce que c'est ça qui m'a permis... Parce que c'est ça que j'ai appris, c'est ça que j'ai appliqué, et je suis pas capable de me désinstitutionnaliser. Je suis pas capable de changer de la façon dont je suis constitué dans ma tête. Donc, il y a tout un travail, puis même s'il y avait 60 000 services pour ça, ces gens-là, peut-être, n'iront jamais vers là parce que ils ne croient pas qu'ils sont malades, ils ne croient pas que leur comportement est déficient, ils ne croient pas non plus que... Ils croient que ça peut être circonstanciel. C'est pas de ma faute, c'est elle. Ouais. Donc, ça sera pas à cause de son état, mais ça va être la circonstance qui a fait que il a réagi d'une façon beaucoup trop violente pour la situation. Puis qui ne réalise pas que ça venait de ce problème. Mais Ouais. là, j'allais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est le service armé qui devrait aider justement à se désinstitutionnaliser? Mais là, avec ta réponse, je comprends que comme s'il n'y a pas la volonté individuelle, ça ne va pas arriver. L'instruction, l'éducation, c'est jamais à négliger. S'il y avait une sensibilisation, il y en a une sensibilisation qui est faite quand on revient des théâtres opérationnels. OK. Mais si tu sors de l'armée et la dernière fois que tu as déployé, ça a été il y a 5 ans, ça serait bon peut-être avant que tu sortes qu'on te dise qu'il est possible que tu aies des réactions dans ta vie tous les jours là, qui soient disproportionnelles à la situation. Puis de comprendre ça, juste de comprendre ça, sache ça. Comme ça, si un jour, il y a quelqu'un qui te coupe dans le trafic et tu veux y arracher la tête, tu vas peut-être réaliser que ton comportement est disproportionnel. Mais là, on parle de l'armée, mais c'est le même aussi dans la population civile. Oui. Et c'est encore plus compliqué. Je racontais ça sur le podcast selon une étude, parce qu'on a fait un podcast qui était principalement sur qu'est-ce qui est le PTSD. Oui. J'expliquais que les hommes et les femmes qui ont joint les Forces armées canadiennes, qui avaient un problème de santé mentale non diagnostiqué, avant même de servir, lorsqu'ils développent un problème de santé mentale à cause d'un événement traumatique, c'est beaucoup plus complexe à régler. C'est clair. Beaucoup plus complexe.
Et quand tu vieillis, tu es plus réticent au changement, tu es plus rigide. Il arrive aussi, tu sais, il y a des hommes, des femmes qui ont des enfants, ce qui complexifie la situation. Tu sais, circonstanciellement, tu n'es pas dans le meilleur des mondes pour aller faire de la thérapie, puis t'occuper de tes enfants, prendre tes responsabilités, continuer à travailler. C'est plus complexe que juste comment ça nous est présenté à la base. Là. Oui, 100%. Puis, tu sais, tantôt, on parlait, mettons, des cas extrêmement violents. Mais juste aussi, j'ai l'impression, les cas tristes, comme tu parlais tantôt, mettons, de gens qui vont tomber dans la drogue. Ouais. Tu sais, des fois, ça va aussi être ça va être, ben, la drogue, c'est plus facile à acheter parce que ça me fait me sentir bien plutôt que de régler peut-être 20 ans de traumatisme. Ça me fait dormir. Ça me fait capable d'être dans un groupe sans sentir que je suis envahi ou je suis dans un espace public où est-ce qu'il y a plein de monde, ben, je ne suis pas déclenché et je ne veux pas me sauver. Tu sais, des fois, les drogues vont atténuer ton état, donc vont te permettre une plus grande exposition. OK. Mais c'est le même dans la société civile. Combien de personnes font juste fourrer quand ils sont sous? Tu sais, le monde ne fourre pas quand ils sont à jeun. Ouais. Parce qu'il y a une inhibition. Puis si on enlevait, si on donnait pas le doigt aux humains, c'est hypothétique ce que je dis, n'importe quoi. Oh, oui, ben oui. Mais Si on permettait pas aux humains de fourrer quand ils sont sous, il y aurait probablement beaucoup moins d'agressions sexuelles. Du fait de l'état de pleine conscience, de l'inhibition qui est là. Je le pense. Ça ne pourra pas être possible. Là. Les hommes et les femmes en couple, ce serait une situation qui est complètement différente que quelqu'un qui s'en va dans un party, il est bien plein. La femme est en ovulation, lui est bandé bien dur. Mais c'est sûr que des fois, ça peut mener avec l'alcool et des problèmes de santé mentale à des problèmes, à des grandes problématiques sociétales. Mais que tu aurais toute l'éducation du monde que tu donnes à ces gens-là, un coup bien gelé ou bien sous, c'est ça. Il y a un fuck it qui s'installe et malheureusement, il y a un paquet de comportements débridés dans notre société. Hein. Yes, ben oui. C'est super intéressant. Là, je veux savoir, PA, on est rendu à combien de temps environ? 55 minutes. Oh shit, ok, je pensais que ça faisait plus que ça. Non, j'aime ça, jaser aussi. Mais pour de vrai, parce que la discussion est super intéressante. Là. Vraiment, comme je dis, c'est tout un univers que comme. L'armée, le classique, on voit ça dans les films. Ouais. On voit ça en Call of Duty, mais genre. Mais on l'explique facilement de par la nature du travail. Puis c'est difficile de comprendre que la nature du travail peut être entérinée par une organisation, par le gouvernement, parce que ça rend les humains beaucoup moins humains pour faire le travail. Okay. Mais c'est un job après, quand tu sors, de retrouver ton humanisme, de retrouver tes repères en société, de continuer à évoluer, mais de ne pas évoluer avec ton instinct, souvent qui a été boosté avec la formation puis la nature du travail, mais d'évoluer comme c'est sûr que l'évolution, il faut qu'elle se fasse vite, là, parce que tu es libéré, puis là, demain matin, tu es dans la rue, puis tu t'en vas demander un nouvel emploi. Puis là, tough, là, des fois, tu vas te faire bosser par quelqu'un qui est beaucoup moins compétent que toi, beaucoup moins organisé, parce que l'armée t'organise en sacrament. Si tu as besoin d'un corps de travail, une rigueur, si tu ne l'étais pas, tu vas l'être une fois que tu vas sortir. Il y en a qui vont réfuter ça, puis ils vont se rebeller. Là. Mais souvent, c'est des qualités que tu peux utiliser dans des milieux de travail. Là. Il y a de quoi que je me demande aussi. Quand tu as parlé justement de là, maintenant, te reconnecter plus à tes émotions, j'imagine la thérapie a dû aider, j'imagine toute ta démarche que tu as faite par rapport au PTSD. Tu sais, une chose qui aide, Guillaume, c'est que je me gêne plus de pleurer. Tu sais, à la base, je suis quelqu'un de sensible. Avant, je me bloquais. Je pleurais, mais tu sais, j'allais me cacher. Ou je pleurais 2-3 larmes, puis j'arrêtais. Ouais, c'est ça. Là, maintenant... je suis un gars, je peux pas pleurer. Là. Maintenant, je vais au bout de mes émotions. Ben oui. Puis même si c'est mardi matin, j'écoute les nouvelles, c'est quelqu'un qui chante, puis je trouve ça beau, je vais pleurer. Fait que, tu sais, quand tu te permets de vivre tes émotions, tu te permets aussi tu te donnes la chance de ne pas y refouler. Oui. Fait que ça arrête de s'empiler. Ça appartient pas juste au PTSD, des gens qui ont fait la guerre, ça appartient à n'importe qui. N'importe qui. Les gens ont des émotions refoulées, les gens ont vécu des événements traumatiques. Rien à voir avec la guerre, mais c'est le même principe en arrière. Ouais. Ben, c'est qu'on dirait qu'il y a eu un principe sociétal. Puis, tu sais, là, tantôt, mettons, masculinité toxique pour les gars, mais je pense aussi sur certains cas pour des filles, que c'est vraiment
Des fois, il y a des « Ah non, faut pas que tu montres cette émotion-là. Cette émotion-là, c'est pas beau montrer cette émotion-là. Fait qu'il faut que tu la gardes en... » Puis c'est ça, moi-même qui a zéro vécu la guerre, qui a zéro vécu... Tu sais, il y a eu des moments dans ma vie où, mettons, j'aurais été supposé pleurer, que je l'ai pas fait, parce qu'on dirait qu'il fallait que je montre que non, je suis fort, puis je suis solide, puis je suis là pour les autres. Je le vivrai plus Ou tard. c'est pas le temps, Ouais. exactement. Puis ça a fait que là, maintenant, des années down the line, ça, c'est une affaire. Des fois, je pleure pas pour des affaires graves, puis mettons... Qu'est-ce qui te fait pleurer? Peut-être pas avec pleurer. La musique me fait Qu'est-ce beaucoup qui te pleurer. touche? Ah, La ça, c'est musique intéressant. me fait beaucoup C'est pleurer. intéressant parce que ça, c'est un véhicule. Oui, vraiment. C'est un véhicule que je me sers beaucoup. Mhm. Si je finis un show, ça a bien été, je m'en Ouais. vais à la maison, des fois j'ai 2 heures de route, Oui. des fois j'en ai 5. Je vais mettre une playlist OK. et là, je me remets à revivre toutes les émotions que je me suis pas donné le droit de vivre. Oh, wow, Ouais. OK. Fait que J'arrive j'imagine que- j'arrive chez nous, je suis brûlé, tu sais, émotionnellement, je suis vidé, mais ça fait du bien, puis ça m'a... T'as ça fait m'a- le backwash d'émotions, là. T'as plugué ça, puis Ouais. là, c'est comme, on le sort tout, on le Ouais. sort tout, on le sort tout. C'est quoi qu'il y a dans ta playlist pour... mettons ta playlist triste, là, ta playlist justement pour pleurer. c'est pas en fait, je pleure sur tout ce qui est aussi positif. Donc, Ah, ok. tu sais, j'écoute beaucoup du American Got Talent quand les gens vont, puis Oui. ils ont une histoire. Oui. C'est pas nécessairement l'histoire en arrière qui me touche, mais c'est la décharge d'énergie dans l'art qui vont... Ouais, qui vont faire sur scène qui va m'envahir. Tu sais. Donc, je vais me connecter à ça. Donc, Ok. quelque chose que je trouve très beau aussi dans la renaissance, dans se redéfinir, dans se donner la chance d'être un artiste. Quand moi, toute ma carrière, on voulait pas que je sois un artiste. Là. Mhm. Même si je faisais du stand-up sans le savoir à tous les jours pendant 20 ans. Ouais, exact. J'attendais juste le moment de placer une ligne, de faire un liner. Et puis quand je le faisais, souvent, beaucoup de monde. Fait que j'avais cette réaction-là. Puis ça a juste renforcé le désir de vouloir faire du stand-up. C'est combien de temps après ta sortie de l'armée que t'as pris la décision de commencer le Un stand-up? an avant, je suis allé Ok. dans le bureau de Yves Trottier, directeur Oui, des programmes à l'École nationale de l'humour, et sans savoir que Yves était lui-même un ancien militaire. Puis c'est là où est-ce que j'ai demandé, j'ai dit, donne-moi l'heure juste sur dans quoi je veux m'embarquer. Puis, tu sais, j'ai dit à ce moment-là, c'est pas juste, là, c'est pas embryonnaire mon affaire, je veux vraiment faire le saut, mais je veux savoir à quoi m'attendre. Tu sais, au niveau de la charge de travail, au niveau tu sais, est-ce que il y a la place pour, j'aime pas ça dire ça sur un podcast parce que ça pourrait être pris hors contexte, mais y a-t-il de la place pour quelqu'un qui est plus fédéraliste dans le monde de l'humour? Ok. Quand on sait qu'à peu près tout le monde est très, très, très séparatiste. Tu sais, moi, je suis Ouais, un nationaliste, défenseur de la langue française, mais est-ce que je crois à la séparation du Québec? Pas nécessairement. OK. Je ne veux pas dire que la porte est fermée systématiquement, Non, mais j'ai de la difficulté à concevoir ça quand on possède un si grand territoire, des ressources naturelles, de dire, ben, on va se priver de ça pour être capable de survivre, ben, que la langue, que la culture continue à vivre. Mais je pense que ça peut être fait dans un Canada, je le crois fondamentalement. Puis ça part de nous, tu sais, juste de continuer à produire, d'exister, de parler, d'être présent dans les médias. Je crois fondamentalement que notre nation va perdurer dans le temps. Là. Ouais. Moi, c'est un débat, honnêtement, comme c'est super intéressant comme point de vue. Puis c'est un débat, je trouve, qui est vraiment intéressant. Parce qu'on se dit, c'est vrai que c'est rare qu'on entend ça. Ouais. Puis si controversé depuis 10 ans. Ben, non, pas depuis 10 ans, mais mettons. Mais regarde, le fait qu'il n'ait Ouais. jamais proposé de plan concret de comment le Québec s'organiserait. C'est sûr que ça aide pas. Il y a quelque chose dans le plan qui ferait peur. Ça, je suis convaincu que s'ils ne sortent pas un plan, puis moi, je suis ouvert à avoir un plan, à voir comment ça s'organiserait pour le produit intérieur brut, la sécurité nationale, les échanges, les visas, les passeports. Tu sais, tout ça m'intéresserait et encore aujourd'hui, aujourd'hui 44 ans, il n'y a pas un parti politique qui a tenté l'expérience de me démontrer que le Québec pouvait être indépendant. C'est ça, c'est que c'est rendu Et plus idéologique qu'un vrai plan, qu'un vrai projet. Et je pense que cette idéologie-là peut faire en soi, par elle-même, de faire survivre la nation québécoise. Ouais. Sans nécessairement que la séparation du Québec soit tangible et accessible. Le fait que on pense toujours que ça peut être un projet, Ouais. ben, je pense qu'on fait tout pour conserver la nation le plus intégralement possible. Exact. Mais parce que c'est ça, moi, ce que j'allais dire par rapport à ça, puis souvent, ce que je dis par rapport à mon opinion de la question nationale, c'est
je sais pas vraiment ce que je suis parce que je me dis, ouais, séparer le Québec là. Comme, tu sais, mettons. Ouais, donne-moi 2 ans que je check. Non, là. mais pas juste ça, mais genre, séparer le Québec avec le système politique qu'on a en ce moment, avec la. Tu sais, comme. Déjà en politique provinciale, je me reconnais pas. Si en plus ça devient les gens qui vont gérer le pays dans lequel j'habite, aucune crise de chance que j'ai envie que ce soit un pays, là. Puis encore là, hypothétiquement, le Québec se sépare demain. Qui quitte, qui arrive? C'est important parce que pour diriger une nation, un pays, ça prend des têtes, ça prend des gens qui ont des compétences à ce niveau-là, puis qui ont l'étoffe d'un chef d'État pour justement l'idée, embarquer tout le monde dans ce projet-là de société-là. C'est des défis immenses. Je ne sais pas combien on parle d'exode de cerveau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, chefs d'entreprise qui gagnent des millions de dollars, qui vont quitter, changer des sièges sociaux du Québec pour s'en aller ailleurs pour plein de raisons? Juste, ne serait-ce que le temps que tout se stabilise, il est possible que les premières années soient rough, très chaotiques. Très chaotiques. Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, exact. Mais là, on est là, on parle de ça. Mais, Ben, comme je dis, c'est que c'est un débat que je trouve intéressant, mais juste moi-même, je suis pas le plus grand des souverainistes, fait que je peux pas. Mais souvent, on va me donner beaucoup de préjugés, puis il faut comprendre que je suis un homme ouvert d'esprit. Je suis pas quelqu'un qui est arrêté, c'est pas noir-blanc, c'est toujours gris. Surtout avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Se camper, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. 100%. Hein? Oui. Ben oui, ça sonne intéressant. Puis je pense justement, on le voit avec ton podcast, on le voit avec la discussion qu'on a, que comme t'es ouvert sur les idées, puis t'es capable. Puis c'est sûr que c'est facile, on dirait, comme cliché à placer, là. Gars d'armée, comment si ça va être de même. Ouais. Mais c'est le fun de voir une Souvent, c'est associé à une rigidité. Ouais. Puis à la base, je suis un artiste. Je suis un vrai artiste, tu sais. C'est juste que l'artiste a été contraint pendant toutes ces années-là. De trouver une sécurité, ouais, de trouver... ouais. Exactement. Puis là, justement, donc là, t'es allé voir Yves Trottier. Oui. Puis là, c'est... je me suis tout de suite inscrit à un premier cours qui était exploration humoristique avec Mario Bélanger. Tu sais, moi, j'ai dit, je vais aller commencer par la base. Mais avant que le cours soit présenté, je pense que c'était à l'automne 2018, j'étais allé faire un cours en anglais avec Acting Company, qui est un cours de stand-up. Qui était donné par Heather Hurst, qui est une humoriste émergente dans la ville de Ottawa, mais au Canada anglais aussi. Et c'est là que j'ai fait mon premier 11 minutes sur scène. Après ça, ça a été les cours du soir. J'ai enchaîné 13 cours comme ça. Okay. Tu le sais, j'ai été sélectionné aussi au programme de création humoristique effectivement. à l'École nationale de l'humour. D'un commun accord avec l'école, je ne suis pas allé. Puis l'école, encore aujourd'hui, me supporte dans mon évolution. Puis, puis va probablement me donner des bons conseils, surtout au niveau stratégie, de la planification de la carrière, pour que je sois en mesure de passer au niveau suivant. Exact. Je vais dire ça comme ça. Puis je pense qu'en ce moment aussi, on voit tes affaires, puis ça va bien. Là, ça va très bien. Je suis béni dans le sens que je travaille très, très fort, mais aussi, je sens de plus en plus que j'appartiens à cette industrie-là, qu'on me laisse faire mes shit, comme vous autres, les jeunes. Exact. On laisse faire mes shit. Fais toutes nos shit, yo. Tu comprends? Là, je suis arrivé, yo, puis j'y ai dit, là, man, Chris, tu yo, vu, là? Laisse-moi vibe sur scène. Ah ouais, là, j'ai... tu sais que ça me fait rire. Ou quand j'ai une demande de booking, yo, monsieur, je pourrais-tu avoir un spot? Y a-tu vraiment quelqu'un qui t'a écrit ça? Ah oui. Ben voyons. Ah, ouais. Come on. Les gens qui se présentent, qui se présentent puis comment je pourrais dire ça, qui sollicitent d'une façon professionnelle sont rares. Ouais. Sont rares. Ça me surprend tellement parce que moi, j'ai... Puis pourtant, c'est de la business, tu sais. Ah, exact. C'est de la business. Donc, va essayer d'apprendre un petit peu comment te présenter. Tu sais, faire un CV si ça vient une secondaire. Ouais. Comment se présenter en entrevue, mais c'est la même chose. Tu veux un job, ben présente-toi comme si tu te présentais en entrevue. Ben bonjour, mon nom est un tel, puis si tu me connais pas, ben... Surtout si on se connaît pas, c'est ça. Oui, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? À moins que ce soit quelqu'un de connu à ce moment-là, il n'y a pas besoin. Mais si je suis obligé de faire un travail de recherche sur David Lahaye, tu sais, je le place où? Combien de temps j'y donne? Je le paye combien? C'est plus difficile. Donc, ça me demande à moi de faire un travail de recherche quand ce serait beaucoup plus facile que la personne qui sollicite du travail, qui envoie un petit portfolio. Il n'a pas besoin d'être gros, là.
Non, juste me donner une idée de C'est t'es ça, qui, là. exactement. Mais ouais, moi, à l'open mic du terminal, j'en reçois des messages, là, puis il y en a, tu sais, il y en a justement très professionnels. Il y en a du qui sont monde proches de toi, eux, tu les excuses, là. Mais man, pas tant. Non? OK. Non. Ah, Il y en a plein là-dedans que je connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, là. Je sais pas t'es qui, comme dis-moi un peu ce que t'es avant de faire comme. Ah, à un moment donné, ah mon Dieu, il y en a un, là. Je me rappelle en particulier, il m'avait envoyé. Parce que nous, au terminal, on est plusieurs bookers. ouais. T'as les bookers des soirées officielles, puis moi, techniquement, je suis le booker du terminal, mais souvent, il y a du monde qui vont envoyer au booker officiel, puis eux, ils vont les renvoyer à Donc, il y moi. a des agences qui te demandent, hey, tu pourrais-tu donner un spot à... Oui, mais même, mettons, des open micers qui veulent venir jouer à l'open mic, ils vont passer par, mettons, ils vont passer par le courriel du terminal, puis là, après, ils vont faire « Ah, ben, c'est Guillaume qui s'en occupe. OK. » Bon. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a envoyé juste un screenshot de la réponse du courriel qu'il avait reçu. Tu sais, qu'il avait reçu un courriel disant « Ah, ben, c'est Guillaume Pelletier qui s'en occupe. » Ouais. Il m'envoie un screenshot du courriel, et en dessous, il fait juste écrire « Spot? » Point d'interrogation. Ah, oui. J'étais comme « Ah, Il t'a pas envoyé son message intégral qu'il avait envoyé au départ. il a rien envoyé, là. Il a juste envoyé un screenshot, puis genre « Spot? » Non. Tu prends une photo de... Veux-tu en avoir un? Tu prends une photo de n'importe quoi et tu te dis non. J'aurais tellement dû faire ça. Ah, Mais j'aurais dû faire avoue ça. qu'il faut piler beaucoup sur notre orgueil des fois. Hein? Ben oui. Il y a des affaires qui me frustrent énormément. Puis surtout, j'étais un entrepreneur dans la vie avant d'être humoriste. Puis, tu sais, ces humoristes-là, filles ou gars, là, veulent se vendre, veulent être... Dans le fond, c'est une job de consultant. Pas une job de consultant, mais c'est dans le fond, tu es freelancer, donc tu veux être engagé. Donc, essaie de faire en sorte que j'ai le goût de t'engager tout de suite. Puis si tu le fais pas, ça se peut que tu sois placé un petit peu plus loin dans la saison, là. Oh, Ou que je t'appelle parce que quelqu'un qui a cancellé à la dernière minute. Fait que sachez que c'est important de la façon dont vous vous présentez. Puis si vous n'êtes pas connu, envoyez juste un petit pedigree, là. C'est un copier-coller. Vous n'avez pas besoin de bâtir ça à chaque fois, là. Non, c'est ça. Ça l'affaire, par contre, si vous faites un copier-coller, changez le nom au début. Moi, ça me dérange pas. Ça m'est... Ça me dérange de tabarnak, ça m'est arrivé trop souvent, là, parce que j'ai pas d'attention, puis là, comme... J'envoie un Julie à quelqu'un qui s'appelle Xavier, puis là, il est comme, hein, Julie, puis je suis comme, oh non, je vois d'un épais. Tu peux toujours te rattraper en disant, ah, excuse-moi, c'était pas à toi, je l'ai envoyé ça. Ouais, mais moi, à un moment donné, j'ai juste joké dessus. J'ai juste assumé, non, ton nouveau nom, c'est ça maintenant. Ouais, je vais te présenter comme ça. Faites comme, non, c'est ça, c'est ton Mesdames et messieurs, surnom. veuillez accueillir Julie. Exact, voilà, m'en fous. Mais puis il y a un truc fucking intéressant que t'as fait, parce que là, tu commences à... en fait, depuis un bout, t'as ton show que tu roules, que tu fais à plusieurs places. Puis là, depuis 2020 que je roule Environ, ce spectacle-là qui est évolutif. Hein. Ça fait un bout. Exact. Et c'est... Ben, tu sais quoi, je vais poser la question parce que moi, je sais que c'est loin, mais je me rappelle plus du nom de la ville. Ouais. Fait que je vais faire la belle technique d'intervieweur de te faire dire la chose. C'est où Yellowknife. le plus loin que t'as Ouais, fait? C'était à c'est Yellowknife. Yellowknife. Ouais. Ça a été comment te déplacer jusqu'à là-bas pour faire ton propre show? Ben, ça a été assez simple. Il fallait que je m'entende avec un producteur là-bas. J'avais pas le choix. J'avais pas de boots on the ground. Donc, je me devais de me trouver un allié. J'avais des amis qui étaient sur la base militaire à Yellowknife, mais il faut comprendre que la base militaire à Yellowknife, c'est 200 personnes. Puis c'est pas juste c'est loin d'être la majorité francophone. Ouais. Donc, les amis que j'avais sur la base avaient la volonté de m'aider à me produire, sont allés rencontrer l'association francophone et culturelle de Yellowknife. Et en partenariat, ils ont acheté le spectacle. Ils ont produit le spectacle. Et je les remercie encore aujourd'hui. En fait, c'est le témoignage que ce producteur-là m'a fait. C'est François Simard de Juste pour rire qui aurait fait pencher la balance que Yellowknife me donne une chance de me produire. Wow! Parce que la semaine d'avant, il y avait Louis T qui était allé se produire là, avec Juste pour rire. Et c'est ça. Il y avait Louis T la semaine d'avant. Après, la semaine suivante, c'était moi. OK. Ouais. Donc, j'étais très, très, très reconnaissant de ce petit coup de main-là. Puis, j'imagine qu'il doit avoir dit inquiète-toi pas, tu vas avoir un spectacle, là, tu n'auras pas un trou. Non, c'est ça, exact. Mais justement, ça a été comment le show là-bas? Ça a été comment les comparaisons? Si Yellowknife, justement, c'est un... Ben, c'est pas une grande ville. Exact. C'est pas une grande ville. Les francophones ne sont pas non plus en majorité. Donc, c'est au travers de l'association qu'on est allé chercher tous ceux qui s'impliquent dans n'importe quelle activité culturelle là-bas. Et au centre de cette communauté-là aussi, il y a deux hommes qui produisent un podcast qui s'appelle Pogné à Yellowknife.
Et eux étaient à peu près de toutes les distributions que, entre autres, Andréane Simard, qui est une humoriste dans la ville de Québec, mais aussi fleuriste aujourd'hui. Madame Alice, je pense que c'est ça son commerce, produisait beaucoup de spectacles à Yellowknife avec des subventions. Et ces gars-là, qui étaient des gars de radio, qui étaient à Radio Taïga avec Pogné à Yellowknife, qui est leur podcast, étaient sur ces spectacles de façon systématique, d'une fois à l'autre. Puis moi, ben, eux, je les avais sollicités pour qu'ils animent la soirée et que moi, je produise mon one-man show. Puis finalement, ils n'étaient pas prêts et on a produit un podcast à la place. Donc, on a produit Pogné à Yellowknife dans un salon qui était un remake de La soirée est encore jeune. C'était très professionnel. J'ai hâte que cet épisode-là sorte, voit le jour. Et j'ai écrit cette semaine, justement, à une femme que j'ai rencontrée là-bas, si José, entre autres, allait sortir l'épisode. Puis je pense que les démarches sont en cours pour que l'épisode puisse voir le jour. Mais il faut comprendre que je suis arrivé à Yellowknife dans la période, c'était très proche de l'été. Okay. Donc, on était en ensoleillement pratiquement des fois jusqu'à minuit. Puis c'était fucké parce que à 2 heures du matin, tu avais des aurores boréales de fou. Non, c'était une expérience. C'était pas juste une expérience de scène. Je m'en allais là-bas. Là. Je m'en allais pour vivre les aurores boréales. Je m'en allais pour m'imprégner de la culture. Je m'en allais pour voir qu'est-ce que c'était Yellowknife. J'avais jamais passé vraiment du temps dans le Nord. Donc, c'est quoi la différence, mettons, qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? La communauté. OK. Oui, la communauté qui semble y trouver son compte. Même si la température est très aride, les heures d'ensoleillement des fois sont un peu fucked up. Une communauté qui se tient. Okay. Et une communauté aussi qui, tu sais, veut pas, les relations humaines, des fois, c'est pas facile. Tu peux avoir des conflits. Tu peux être en relation avec un conjoint-conjointe. Après ça, tu quittes la relation, mais ce monde-là ne peut pas sauver. C'est vraiment... la même épicerie, tu vas après. Là. Exact. Donc je vois une grande résilience dans le fait que Blonde Chum peut avoir changé de partner et ça fait partie de la vie normale. Ouais. Okay. Ici, ben, des fois, ça se peut que tu changes de travail parce que tu travaillais avec ton ex. Là-bas, si tu changes de travail, ça se peut que tu aies de la difficulté à trouver un autre emploi. Beaucoup de travail dans les mines. Je suis allé dans un genre de parc national. Il n'y avait rien d'impressionnant plus que ça. Hein, ça dépend des endroits. Yellowknife, c'est pas encore la toundra. Là. C'est la forêt taïga, je pense. J'imagine. Oui, je pense. L'in-between. C'est ça? C'est ça, hein? Donc, tu sais, t'as du conifère, il y a des choses qui poussent quand même de façon raisonnable puis significative. Là. C'est pas, c'est pas des petits arbustes puis des boules qui roulent. Là. Très rocheux. C'est ça. C'est pas les restaurants, grande déception, parce que je m'attendais à plus. OK. Dans quel sens? Mais c'est pas très élaboré, je veux dire ça comme ça. Puis même quand tu vas au restaurant le plus fancy de la place, mais ça reste... Ça reste là-bas, ouais. Mais en même temps, j'ai voyagé en Russie, puis tu sais, la Russie, pays justement où t'es dans le froid, c'est pas là où tu vas trouver la gastronomie la plus funky. Là. Ouais. Est-ce que t'as été témoin que le KGB sont allés dans tes affaires, toi? Hein? Que le KGB ont enquêté sur toi, qu'ils sont allés visiter ta chambre d'hôtel ou ton lieu où c'est que tu vivais? Je pense pas. J'ai pas eu d'histoire de même. Mais c'est parce que nous, c'est un groupe scolaire. Pas vu de traces ou rien de bizarre? Non, nous, c'est un groupe scolaire. Puis, anyway, s'ils ont mis la chambre en bordel... Ils contrôlent tout ce qui est dans le pays. Mais dans le sens... Pour nous, tu sais, si la chambre est en bordel, on est des kids de 13 ans. Fait qu'à la base, la chambre devait être en bordel. Ah, OK. C'est jeune. Oui, vraiment jeune. Fait qu'on je pense pas qu'on était une menace pour le grand empire russe. Mais surtout, je pense que c'était un moment où le climat politique était déjà un petit peu plus calme. Ouais. On était, c'est ça, j'étais allé quoi je devais être dans 2011-2012 environ. Ouais. Fait que c'était une période où justement, comme on n'était pas... Oui. Là, ce qu'on vit en Ukraine, c'était pas encore ça, puis on avait un peu dépassé tout ce qui était guerre froide, tout ça. Là. C'était comme une espèce de creux, je dirais. Puis, mais non, on n'a pas eu de problème. Par contre, ce qu'ils nous disaient, on avait beaucoup de règlements. Tu sais, mettons, quand si on voulait prendre des photos, on pouvait en prendre, mais jamais prendre de photos de militaires, jamais prendre de photos de sécurité d'endroits importants. Quand on est allé dans le Kremlin... Toutes les capacités. Vraiment. Ça, tu pouvais pas faire ça parce que
ils faisaient le voir. Ce qu'ils nous racontaient, c'est vraiment, s'ils font juste te voir, essayer de prendre une photo, ils viennent pogner ton Ça affaire, existe. tu le revois plus jamais. Là. Ouais. C'est même pas efface-le devant moi, c'est cet appareil-là, tu ne le revois plus de ta vie. Moi, je serais jamais allé là-bas. Mais c'est... Sachant tout ce que je sais aujourd'hui, Ouais, il y a 100%. beaucoup de militaires qui sont allés en ambassade Mm. en Russie et tout le monde était pas mal unanime que le KGB souvent était dans tes Ah, affaires. ouais. T'étais épié, t'étais surveillé, t'étais Mon Dieu. contrôlé. OK. Ouais. Mais ça, j'imagine, moins si t'es C'est soldat leur d'un... sécurité nationale. Exact. Oui, 100%. Puis surtout si t'es un soldat, là, comme chez nous, c'est un groupe de jeunes qui... Puis on s'entend qu'on n'a pas du tout voyons, tabarouette, c'est pas une grande démocratie, la Russie. Là. Ah non, crissement pas, Donc, là. c'est ça. C'est des valeurs qui sont différentes. Donc, ils sont toujours, j'imagine, en hyper-vigilance à savoir qui va essayer de venir scraper le régime. Oui, exactement. Puis surtout là, tu sais, mettons, moi, j'étais allé à une période où c'était correct, mais en ce moment, tu cherches des billets pour la Russie, peut-être pas la meilleure destination voyage, là. J'ai acheté des pneus d'un Ukrainien qui a émigré ici. Et Ok. lui, oui, j'ai pris le temps de jaser avec lui un petit peu parce que je voulais demander c'était quoi sa perception face au conflit. Ouais. Et lui, il avait une chose seulement dans la bouche, puis tu sais, je suis pas ici pour en débattre ou d'apporter ses Non. arguments, mais qui disait que c'était une grande propagande américaine. Ah, ouais. Oui. Ben, Ouais, j'ai que entendu... tout ça était... C'est sûr que l'accessoirisation, ça semble être l'Ukraine, entre autres, Ouais, ouais. la démocratie de ce pays-là. Mais de ce qu'il y avait dans sa bouche, c'est que qui est en arrière de ça, c'est les Américains. Oh, shit. Ouais. Mon Dieu. C'est juste ça, là. Ouais, ben c'est ça. Mais j'avais déjà entendu, mettons, l'affaire que la défense qu'on prend par rapport à l'Ukraine est très américanisée. Là. J'avais entendu ça que comme c'est sûr que là, on met l'Ukraine dans les médias comme étant la grande victime, mais si tu regardes le conflit d'un point de vue plus objectif, les deux ont fait des affaires croches qui n'ont pas d'allure. Mais ouais, ça c'est clairement j'ai Ben, pas l'expertise moi, pour juste à observer comme ça, comme citoyen normal, Mhm. qu'on dise à chaque jour dans les médias que l'Ukraine est après kicker le cul de la Russie, Mhm. quand je vois juste des zones assurées rouges que la Mhm. Russie a conquis, je vais dire ça comme ça, pas nécessairement occupé, Non, non. mais il y a eu une progression jusque-là, ben, je le vois pas, l'Ukraine qui kick le cul de la Ouais, Russie. tu vois pas le là. bottage là, ouais. Puis même si ils perdent des troupes, ils perdent de l'équipement, ils perdent beaucoup de munitions, mais ça reste que tout ça, c'est fait pour faire la guerre. Là, il y a quand tu fais la guerre, tu t'envisages pas aucune perte. Là, Non, il va y avoir des pertes. Donc, C'est la prémisse. Là. C'est la prémisse du truc au mais complet. je le vois pas dans les secteurs. Comme je vois plus non plus, je vois très peu de journalistes sur le terrain. Il y en avait beaucoup au début. Ouais, Là, il n'y en a plus. c'est vrai. Ils sont où? Ils sont partis. Mais on voit beaucoup la propagande, si ça en est une. Là, je ne veux pas prendre position, mais il y a un discours différent de ce qu'on peut voir sur la carte par rapport à la progression de la Russie face à ce qu'on peut entendre dans les médias. Hmm. Ça existe, la propagande dans des conflits Ben armés. oui, tout le temps. Là, il y en aura. L'information, la démagogie. Il y en aura tout le temps, En puis fait, ça va ça jamais prend, arrêter. pour chaque chose, ça prend une acceptabilité sociale. C'est, quand même qu'on prendrait n'importe quel gros projet au Québec, que ce soit le troisième lien, que ce soit le tramway ou la ligne rose, ça prend une acceptabilité sociale pour être capable d'aller de l'avant, parce que sinon, la population qui, eux, choisissent les leaders, ben, vont le changer. Les leaders ne sont pas d'accord. Mhm. Ouais, exact, 100%. Donc, c'est un gros travail Vraiment. de médias. Crime, merci beaucoup, Steven. C'est déjà fini? Ça a été vraiment le fun. C'était fun, certain. C'était cool pour Ouais. de vrai. Puis on jasera à d'autres moments. oui, là. ouais, Ben, ouais. moi, ça fait 2 fois que je viens au soundcheck. Tu vas C'est revenir. tout le temps le fun. Tu vas revenir. Let's go. Parce que j'ai envie de suivre ta progression. Chris, merci J'ai bien. envie que mes auditeurs voient ta progression, te voient émerger. Et tu commences à émerger déjà. Ouais, ça va. C'est correct. Ça va. Non, ça va bien. Dites-le dans les commentaires si je suis un artiste émergent. Ça va bien. Au niveau d'émergence, c'est quand tu commences à te démarquer des autres. Et Ouais, c'est ce que ouais. tu fais. Ben, Chris, merci beaucoup. Tu le faisais avant sur scène, aussi comme entrepreneur, parce que tu n'es pas juste un artiste toi aussi. Tu es un entrepreneur. Tu m'as épaté à plusieurs égards. Puis je peux même raconter ça à un moment donné. Tu Ah oui, vas-y. étais invité sur les jeux du stand-up. Oui. Et je pense que la personne qui était bookée avec toi, à qui tu donnais un transport jusqu'à Gatineau, Oui, ne pouvait pas venir. Puis de ta propre initiative, puis tu m'avais pas imposé personne. Tu as dit, hey, si tu veux, là, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour. Fait que j'ai trouvé ça. J'ai dit, wow. Tu sais, on était à 24 heures du show. Mais oui, Guillaume, merci. Ciboire, je connais pas personne d'autre qui a fait ça.
Pour de vrai? Oui. Quand Des même. fois, c'est des petits gestes, des petites choses qui vont faire toute la différence au final. Puis qu'il y en a un qui va popper plus vite qu'un autre. Ça veut pas dire que tous les autres vont pas popper, mais. Ben non. C'est rendu à 40 quelques épisodes de ce Ouais, là, sans projet-là. présentation à peu près. Je pense que celui-là, ça va être le 41. C'est impressionnant. Impressionnant. Est-ce que tu as soumis un épisode au Gala des Oliviers? Oh, Chris, non. Non, pourquoi? Parce que c'est pas dans mon intérêt. C'est pas... j'ai pas... Est-ce que tu fais partie de la PIH? Non, pas encore. Ça, par contre, il faudrait que je le fasse. Oui. Ça, oui. Mais pour les Oliviers, j'ai pas envoyé parce que je me dis... Je veux que le projet reste le fun. Je veux que le projet reste ce que moi, je veux en faire. Puis c'est sûr qu'il y a aussi les arguments de comme... Ouais. C'est juste parce que la probabilité d'être en nomination, elle est là quand même. Et si tu te retrouves en nomination, ton podcast serait connu à grandeur du Québec demain matin. Oui, clairement. Tu sais, Mais la probabilité gros reste d'aspect faible. marketing, c'est un bon 300$ d'investir si tu réussis à être nominé, mettons. Effectivement. Meilleur rapport sur le dollar que tu as investi. Effectivement. Mais je pense aussi que c'est juste ce projet-là, je veux que ça reste le fun. Puis je veux que comme... Tu sais, je pense pas que c'est mon cheval de bataille, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose, puis le monde qui écoute le podcast, je suis super content que vous l'écoutiez. Ouais. C'est un Parce projet. que, écoute, t'es presque à 500 abonnés sur YouTube. Ouais. Tu sais, ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. Merci beaucoup, je suis très content. Puis ils disent toujours, ben c'est Michel Grenier qui me disait ça, mais le podcast n'est pas tout à fait placé tant que t'as pas autour d'une centaine d'épisodes. Ouais, j'en avais jasé aussi, puis il disait c'est ça que faut que tu en fasses beaucoup pour que ça se place Fait que vraiment le comme cadre, ça. que ton cadre soit clair, que tu sois à l'aise, qu'il n'y ait plus de « Ah, je fais ça comme ça » ou « J'apporte une modification ». Non, tu sais, il y a un format, les gens ont adhéré au format, puis les gens aiment ça aussi, de voir toujours la même chose, ça ne les déstabilise pas. Exact. Fait que c'est sûr que le contenu est différent, mais quand tu as un cadre qui est semblable, les gens aiment ça. Oui, Ils aiment vraiment. ça, la routine. On aime ça. On veut pas se l'avouer, mais une petite routine, là. Ça fait du bien. T'écoutes ça le matin. Mais c'est moins stressant. Mais là, justement, si on veut écouter Oui. le Soundcheck Podcast. OK. 2 possibilités. La Vas-y. chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Ma plateforme à moi, Steven Bilodeau Humoriste. Il y a un onglet pour le Soundcheck Podcast. Cool. Ou sinon, le podcast a été acheté par Unique FM 94.5. Donc, le podcast n'est plus juste sur le web, il est à la radio, en format 60 minutes. fort. Donc, 2 fois par semaine, ils vont rediffuser un épisode qu'on va avoir sélectionné du Soundcheck Podcast. On va l'avoir mis en 60 minutes. Et après ça, il se retrouve en balado sur la page de Unique FM 94.5. Cool. En plus de vivre au travers de toutes les balados, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes sur lesquelles on partage. Oui. À la base, ma stratégie marketing, c'était de diffuser sur une chaîne de télé-web. Donc, Gatineau.tv a été un des premiers partenaires que j'ai invité dans ce projet-là et c'est ce qui m'a donné des gros chiffres dès le départ. Wow! C'est pas des chiffres qui se sont traduits, qui sont visibles, perceptibles sur la chaîne YouTube, mais quand on va où l'épisode est diffusé, ben c'est ça qu'on prend en considération. Puis 90% du monde nous écoute, mais il y a juste 10% d'abonnés. Tu sais, grosso modo. C'est correct. C'est souvent ça qui arrive. Et le nombre d'heures d'écoute aussi est malade par rapport à le nombre de views. Donc, les gens l'écoutent. Let's go. Ils font pas juste écouter le début, puis après ça, ils vont quitter, ils vont l'écouter au complet. Oui, exact. Ça aussi, c'est un signe que tu es à la bonne place. Ça veut vraiment. dire qu'il n'y a rien de parfait encore. On apporte encore des modifications. On vient de changer aussi un commanditaire, parce que les commanditaires, à un moment donné, te donnent la chance d'avoir une équipe de recherche, te donnent la chance de payer pour de la mise en marché, du marketing, même payer tes invités. Tu sais, Oui. et ça, c'est un enjeu. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour en parler, mais Ben oui, je vas-y. suis sorti de l'Assemblée générale annuelle de l'APIH, qui est l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour. Et Michel Grenier apportait un point important, c'est que... attends un petit peu, je ne veux pas induire personne en erreur, c'est que, je vais dire l'industrie, sans nommer personne, Ouais. aurait l'intérêt à donner un cachet UDA aux invités des podcasts. Effectivement. Et si Michel Grenier n'arrive pas à gagner son combat, parce que lui a les moyens avec ça. sous-écoute. De toute façon, il paye déjà Exact. les gens qui vont sur le podcast, puis il les paye mieux que l'UDA. Donc, il est le meilleur porte-parole, la meilleure personne pour défendre ce droit-là de produire des podcasts sans nécessairement arriver avec la complexité de l'employabilité, puis de donner des cachets comme il y a beaucoup de podcasts qui mourraient
Oh oui, Si clairement. demain là. matin, on doit payer UDA Non, c'est ça. tous les humoristes, tous les artistes, et de façon rétroactive, mais, Ouais. je te donne un exemple. Si vous écoutez, il y en a 500. Ça serait beaucoup de chèques à faire. Ça, là. ça serait énorme. 6 bols, ouais. Énorme. Donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui mourraient, il y en a d'autres qui ne verraient pas le jour. Et puis, c'était un peu le même principe aussi si on imposait ça dans les soirées d'humour. Mhm. Si on imposait un cachet UDA, Ouais. C'est presque tous les soirées mourraient. Puis je rapporte le commentaire, exemple, de Comédia. Comédia à Québec, la salle n'est pas rentable. Mm. Tu sais, donc, si des grands producteurs comme ça On a de la misère à n'arrivent pas à rendre... avoir un produit rentable, puis pourtant, ils ont la plus grosse machine en arrière d'eux autres, Ouais. bonne chance les autres. C'est un petit peu tough, là. Ouais, exactement. Là. C'est sûr qu'un podcast comme ici, moi, s'il faut que je commence à... Non, c'est ça. On va se retrouver à faire juste de l'audio. Parce que leur problématique, c'était le vidéo. OK. Fait qu'on on se ramassait à tout faire de l'audio si un jour. On va revenir à la bonne Michel vieille dans son époque. combat. Donc, si vous voulez encourager Michel de continuer à se battre pour nous autres, parce que s'il y en a un dans l'industrie qui est là pour la relève, c'est lui. Ouais, exact. Et c'est ça. Moi, je t'encourage à t'inscrire à la PIH. Oui, ben oui. Ouais, On va faire ça. ça prend pas grand-chose. C'est ça, je vais me pogner... Ouais. je vais me pogner le deal qu'ils mettent au début, là, celui pour la relève qui coûte pas cher. Là, puis après... Ben, en fait, c'est eux qui choisissent dans quelle section tu t'en Ah, vas. c'est vrai, Ouais, ouais. 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 Et moi, ils m'ont demandé d'être dans relève un petit peu avant de... Ouais, c'est souvent ça. C'est faux que je pense que tu as 2 années relève. Mais puis quand tu après- regardes ceux qui sont dans relève, OK, ben dans les exos. Oui, 100%. Regardez les noms qui sont dans relève, vous C'est allez comme, voir, Je suis bien correct. vous ne serez pas embarrassés. Je suis bien correct avec ça. Ah oui. Hey, Steven. Ouais, merci infiniment. Hey, Merci. oui, Merci à vous. Je prolonge le podcast de 2 minutes. Ben, Mon tabarnak. T'as commencé en quelle année à faire de l'humour, mettons, précisément? Automne 2018, la Ouais. formation. C'est ça. Mars 2019, première fois sur scène. Ok. Parfait, c'est ça. Fait qu'on a commencé semi dans les mêmes années. T'as peut-être une année de plus que moi. Puis je pense que je parle au nom de beaucoup de personnes quand je dis que, tu sais, je parle même pas en termes de talent, en termes de genre de projet, whatever, mais t'es vraiment un modèle, je pense, pour notre génération d'humoristes, pour notre petite cohorte en quelque sorte, là. Juste en termes de l'humain que t'es. Tu sais, on est même pas d'accord sur toutes les mêmes valeurs dans la vie, mais juste à quel point t'es approchable, à quel point t'es accueillant, à quel point t'es ouvert d'esprit, t'es vraiment quelqu'un qui est un modèle pour nous autres, puis que genre, Chris, qu'on est bien avec toi, là. Mm. C'est ça, puis je trouve que c'est. que t'es un humain en or, puis je voulais te remercier pour ça. Parce qu'on se croise pas souvent, puis je voulais te le dire. Fait que je voulais dire. Ça finit là-dessus, c'est un autre downer, mais. C'est ça? On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu, mais non. Hey, mais merci beaucoup, man. Non, je pense que je vais le dire pourquoi je suis touché tant que ça. En Ben oui, fait. ben oui. Je suis touché parce que c'est sûr qu'avec mes blessures, souvent, je peux percevoir des fois que je suis rejeté. J'ai souvent été un peu différent des autres, de par ma façon de penser ou ma façon de faire. J'ai toujours été celui qui essayait d'arriver à ses fins sans nécessairement prendre le chemin qui était tracé. Et des fois, je pouvais être dérangeant pour certaines personnes et de savoir que je suis apprécié, ça me touche beaucoup, beaucoup. Puis surtout que, Chris, on a 2 générations qui nous séparent. Puis on essaye tous d'arriver à la même place, essayer de percer dans ce domaine-là. Chris, c'est un témoignage qui est fucking bienvenu, mon vieux. Je prenais ça en compte aussi parce que, tu sais, je t'ai vu pour les premières fois sur scène, on n'a pas du tout le même discours sur scène, même à ça. Puis c'est ça qui est fait, Chris, t'es capable d'apprendre, t'es capable de prendre la critique, mais surtout t'es capable de pas te, genre, transgresser pour autant. Genre, tu restes la même personne avec les mêmes valeurs sur scène, c'est juste que, genre, voir ta progression, puis tout ça, c'est inspirant. Merci. Tu sais, à chaque fois que je monte sur scène, ce que j'ai dans ma tête, puis je devrais arrêter d'avoir ça dans ma tête tout le temps, c'est que je pense que les préjugés sont plus gros que ce qu'ils sont en réalité. Puis, tu sais, encore une fois, ça peut faire partie de la maladie, mais tu sais, de toujours... Tu sais, qu'on parlait de tout le temps avoir peur qu'il y ait quelque chose qui arrive ou ben, ça peut faire partir de ça, des fois, mes pensées automatiques. Tu sais, il y a des préjugés, mais il y a mes propres pensées automatiques à moi. Puis, je fais juste évoluer là-dedans pour essayer de faire ce que j'aime puis ce que j'ai besoin, en fait, pour survivre et
pour être satisfait dans la vie. Tu sais, je compte beaucoup de mes besoins au travers de ça. Il y en a, c'est des béquilles aussi. Tu sais, veux pas, je suis très intense. Je suis rentré là-dedans sans compter mes heures. J'en fais des heures, même qu'à un moment donné, je réalisais que d'être surexposé, c'est pas mieux. Ou de surproduire, faire en sorte que tu livres pas la même chose sur scène. Tu sais, tu dois arriver à un équilibre. Ouais. Mais ce qui était le plus important pour moi, puis souvent je me faisais dire, tu sais, détache-toi un petit peu de ça, c'était d'être accepté de mes pairs et de l'industrie. Et t'en fais un crise de beau témoignage aujourd'hui que j'ai été capable de me faire accepter par qui j'étais, tu sais, sans nécessairement ressembler à... C'est ça. Ben, je pense que ça va aussi avec la question que tu parlais quand tu allais voir avec Yves Trottier, tu sais, de comme juste avec... est-ce qu'il y a de la place pour mes opinions? Puis, tu sais, je pense que moi et on va être d'accord là-dedans. Je pense que souvent, ce qui se passe dans la vie, c'est pas tant une question d'opinion. C'est vraiment une question de est-ce que tu es ouvert aux autres? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable d'écouter l'autre, qui est capable de voir? Puis ça, je pense que tu le démontres à tous les jours que tu as ces valeurs-là. Puis je pense que ça peut aider à un peu, pas envoyer un message, là, ça sonne téléthon en ce moment, là, mais... Je pense pas qu'on va éduquer personne, on peut juste témoigner que les gens font leurs propres décisions. Exactement, mais dire que... Personne t'a cassé un bras à mémé, hein, P.A.? Personne qui t'a cassé un bras à mémé? Non, ok. Puis tu sais, je dis ça, puis je m'en calisse que tout le monde qui font t'as pas rapport à l'aimer Steven Bilodeau, moi je m'en calisse, là. Tu sais, est-ce que Yves Trottier, genre, la question que tu lui as posée, c'est est-ce que l'humour est prêt à un autre gars fédéraliste dans la quarantaine? L'humour est prêt pour un Christ de bel humain. Exactement. C'est ça l'affaire, c'est que moi j'en parle souvent à du monde. Je suis comme, moi pour de vrai en humour, je vais tout être prêt à laisser des chances à du monde qui sont le fun. Puis à du monde qui ont... Je l'ai compris quand tu m'as invité sur ton podcast, tu comprends? C'était parce que c'est pas le nombre d'artistes qui manquent pour inviter sur le podcast, mais le fait que tu aies choisi de me donner ma chance de me faire connaître dans un... Je vais dire dans la place où c'est que mon discours pourrait voir des gens qui sont plus hostiles envers, exemple, les propos que je tiens sur scène, même s'ils sont très bienveillants, puis il n'y a rien que je dis sur scène qui est motivé par une émotion désagréable. Au contraire, quand je sors de scène, je veux que ce soit positif. Ben oui. Ça me touche énormément d'être aimé, je vais dire ça comme ça. Je pense que ça va... Mais j'ai un travail à faire avec mes propres préjugés aussi. Puis qu'on a tous à faire. Oui, qu'on a tous à faire. Là. Mais crime. Tu sais, pour moi, c'est une réhabilitation aussi. C'est un retour en société qui a été rapide. Je suis tombé dans un métier. Je travaille. Mais il y a aussi les humains dans ce milieu-là avec qui je veux connecter. Je veux pas juste faire mon travail puis me crisser tout le monde. Au contraire, je veux être capable de collaborer. Je veux être capable d'arriver à quelque part puis de sentir que le monde m'aime, que je suis accepté, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit à mon opinion. Parce que mon opinion, même si elle peut déplaire à certaines personnes, jamais je vais l'imposer, jamais je vais dire que les autres ne devraient pas penser comme ça. Au contraire, tout le monde a le droit à son opinion. Je suis le premier à être ouvert d'esprit, mais merci mon vieux Chris. Ça fait de ma semaine. Je pense que c'est une bonne manière de terminer tout ça.